Première anecdote, premier match que j'ai joué là-bas, je pense que j'ai pris 110 ou 120 yards de pénalité à moi tout seul. Comment ça se passe avec l'accent? Franchement, les 2-3 premiers mois, je comprenais pas grand-chose. C'est un gars qui me dit tu veux que je te fasse un lift dans mon char? Je pense qu'il se foutait de ma gueule, donc on s'est bagarré genre. Quand j'ai commencé le cégep, dans ma tête, je voulais déjà avoir un gym. Ça te manque là maintenant le foot? Gordo va faire Team Canada Senior, je l'annonce sur le podcast. Archi. Le football, c'est fini. En plein Covid, là, on parle en été 2020, là. Rien n'est ouvert, les gyms sont pas ouverts. Ça, t'as même pas le droit d'avoir ton gym actif et lui, il ouvre un gym. Quand je dois signer le bail ici, mon avocat m'appelle 3 jours avant. Il referme les gyms jeudi. Il me dit là, ça va fermer pour 8 mois, 1 an. Et le lendemain, je dis fuck it, je suis parti, j'ai signé le bail. Oh wow. Il y avait pas une histoire à un moment donné, quelqu'un qui aurait peut-être scoop la police comme quoi il y avait un gym clandestin ici Ah ouais. et comme quoi la police passait des fois pour trouver le gym. Je suis sorti pour prendre un appel. Il y avait un gars de police qui est passé juste devant, qui est parti dans l'autre building derrière. Il cherchait le gym. Dans cet épisode, enregistré en juillet 2024, on reçoit Gordo, un Français expatrié au Canada, propriétaire de Gordo Performance, la salle de sport où s'entraînent tous les top athlètes au Québec, que ce soit des joueurs NFL, des joueurs CFL ou même Nick. Il nous parle de son parcours, de comment il s'est retrouvé à Montréal, des athlètes qui coachent et de comment il a construit le projet Gordo Performance malgré le Covid. Donc comme d'habitude, si vous aimez l'épisode, pensez à vous abonner et bonne écoute. Bienvenue dans Sans Stress, votre podcast préféré, présenté par vos deux animateurs préférés. À ma droite et sous un petit exercice de développé militaire, monsieur Nicolas Pierre-Mas, ici présent. C'est bench press, Et ça. à sa gauche, ma propre personne, Léo Sartel. Et aujourd'hui, on reçoit un invité très spécial. Est-ce que tu veux l'introduire, Nick? Oh, j'aimerais beaucoup. Le trainer par excellence, ancien joueur de football, en plus d'origine française. Il traîne tous les meilleurs gars du Canada, que ça soit ELF, CFL, même certains joueurs NFL. J'ai nommé Gordo, Grizzly de chez Gordo Performance. A.K.A. Loïc Cagnard. Exactement. Le Yes, vrai sir. prénom. Si on a fait nos recherches, bien évidemment. Exact. On se Toujours. demandait si tu savais si on connaissait Ouais, ton c'est sûr nom. que tu connais mon prénom. Ah, McGill, c'est ça le nom de. T'as juste à taper sur le Ah, truc. c'est vrai. Mais ça vient d'où, du coup, Gordo, première question? D'ailleurs, bienvenue, merci de m'accueillir aujourd'hui. C'est Merci vraiment à un plaisir d'être avec vous deux, les gars. Là. Merci. Gordo, c'est un vieux surnom en fait qui vient d'Espagne. Quand Ok. j'étais plus jeune, donc j'allais souvent en vacances en Espagne avec des potes et on était déjà un peu plus gros que les Espagnols, on va dire en termes général. Là. Ok. Et souvent, c'est dans la rue, donc Je viens de ils comprendre. appelaient Gordo, qui est big ou fat un peu, mais c'est différent, tu comprends. C'est comme Ok. juste quand t'es plus gros quelqu'un, ils vont t'appeler Gordo et c'est un surnom qui est resté depuis que j'ai 16 ans jusqu'à aujourd'hui. Waouh. Même en France, si mes potes m'appellent Loïc, je me retourne pas. Si m'appellent Gordo, je me retourne. Juste pour dire à quel point c'est devenu comme. Ouais, la base. C'est toutes mes années de football, on m'appelait Gordo et ça a resté comme depuis quoi, 17, 18 ans déjà. Et à 16 ans en Espagne, tu étais là pourquoi? En vacances? En vacances, c'est ça. Ok. Ouais. C'était l'été, juste avant la saison de foot, justement, que souvent, comme j'avais un petit 2-3 semaines là, parce que moi je travaillais déjà à cette époque-là, donc j'avais un petit 2-3 semaines où on allait souvent. C'était une de nos destinations favorites à l'époque. Surtout que tu connais en Europe, là, l'aller-retour, Facile, 50 pas cher. € le train. Ouais, voilà. Donc c'est très Très bien. bonne destination. Je conseille à tout le monde l'Espagne. Gordo, je pense qu'on va commencer par le début. Tu l'as mentionné, le foot américain, c'est la passion qui nous rejoint nous trois aujourd'hui. Exactement. Comment tu découvres ce sport en France à l'époque? En fait, moi, quand j'étais plus jeune, j'ai fait beaucoup de sports, on va dire soccer, handball, basketball, rugby, un peu tous les sports. Et quand j'avais 15 ans, je travaillais déjà en fait. J'ai commencé à travailler à 14 ans, donc je travaillais en pâtisserie avant. On reviendrai plus tard. Il y a un ami à moi qui m'a dit, il y a un club de foot, moi j'habite dans 94, Champigny-sur-Marne. Et il y a un ami à moi qui a dit, il y a le foot américain, ça a l'air vraiment cool. Il y a un club qui est à Fontenay, qui était quand même près à 20-25 minutes de chez moi. Et donc lui, il est parti la première journée, il est revenu, il nous a dit, l'ambiance était incroyable, venez avec Elite. Il voulait pas aller tout seul. Donc à la base, on est parti à 5 là-bas. OK, en On équipe. a fait 1-2 pratiques. Finalement, on a juste 2 qui sont restés. Les 3 Ok. autres, ils étaient un peu trop feignants pour faire ce genre de pratique. Mais on a commencé à 15 donc en KD2 en France. Et j'ai fait 4 années au Metteur de Fontaine-sous-Bois, en fait, jusqu'à temps de venir au Canada, en fait. On est en quelle année à ce moment-là, Gordo, quand tu commences là, le foot? En 2002, 2003. Est-ce que... pardon, vas-y, excuse. En 2002, 2003. Est-ce que ça se cogne comme, pas comme aujourd'hui, mais comme à l'ancienne? Est-ce que c'est Ça grand se cogne Oklahoma? beaucoup plus que, je veux dire, la grosse surprise quand je suis venu ici, c'était toutes les règles. OK. Parce qu'en France, en fait, surtout il y a une vingtaine d'années, là, comme tu sais, il n'y avait pas de règles, tu pouvais faire le coup de la corde à linge, tu pouvais faire des plaqués 10 minutes après le sifflet. C'est comme. C'est tout des ligues comme ça de cadets juniors qui sont comme. Déjà que les arbitres en France, on va pas dire que le niveau est pas excellent, là. Mais plus tu vas dans les sections un peu plus jeunes, bon, souvent c'est des gars du club qui arbitrent ou c'est comme. Donc c'était assez. Non, c'était vraiment comme parfait pour se défouler, on va dire. Gordo, Toutes les, vas-y. toutes les règles étaient permises, c'est comme.
Non, ça fait du bien. Là. Tu dis, avant de venir ici, on va mettre un peu de contexte, on parle du Canada, parce qu'aujourd'hui, on est dans ton gym, j'ai oublié de le dire. Exactement. On est chez Gordo Performance, le gym à Gordo, comme on disait, où il entraîne certains des top joueurs canadiens et français en Amérique du Nord. Puis en ce moment, on est spécifiquement à Montréal, à Pointe-Saint-Charles ou à Saint-Henri? Saint-Henri, pardon. Et c'est ça, merci de nous accueillir dans ton gym. Ouais, c'est très stylé. On reviendra sur ça, mais c'est assez récent dans la timeline de ta vie que tu as ouvert le gym et tout ici. Puis c'est très cool. Et voilà, les gars s'entraînent ici. Si vous êtes athlète et que vous voulez vous entraîner sur Montréal, Gordo Performance, et Sur vous aurez Instagram. la chance de vous entraîner dans ce magnifique gym, c'est important. Tu commences quelle position quand tu arrives au foot bonne au question. Météor? Il manquait beaucoup de personnel, donc je vais te dire, comme moi, je jouais tight end, all-line. En fait, c'est du foot à 9. Ok. Savoir en cadet, c'est du foot à 9, donc 3 all-line plus. Donc j'ai joué la première année, je pense que j'étais all-line, tight end et ligne défensive. Ok. Jusqu'à Wow. temps que ma première année junior, mon coach m'a switché à linebacker. Et après, je suis resté linebacker jusqu'à ma dernière année à McGill, en fait. Donc Ok. c'est vraiment là où je suis tombé en amour avec cette passion qui était comme Cogner linebacker. des Tu gens. peux faire un peu ce que tu veux et tu peux taper des gens. Donc c'était comme. Quand tu joues au foot à 9, est-ce que tu es conscient dès le début que c'est pas le vrai football à 11 qu'on joue règle américaine? Je te dirais pas vraiment parce qu'on était vraiment nouveau dans le sport. On n'avait jamais vu de football américain à la télé. OK. C'est comme vraiment quelque chose qu'en France, il y a 20 ans, pour trouver des matchs de football américain, il fallait que tu regardes Canal+. Ouais. C'était comment ça s'appelle, Georges quelque chose qui présentait ça. C'était vraiment comme une niche très 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 minime. Là. Donc j'ai commencé à regarder du football quand j'ai commencé à jouer au football en fait. J'avais jamais vu ça avant. Bah, tu vois dans les films un peu, c'est des scènes de football américain, mais c'est la première fois qu'on le voyait. Donc nous que ça joue à 9, on n'était même pas au courant que une fois que tu commences à regarder, t'es comme ok, eux ils jouent à 11, c'est différent, mais comme non pour nous c'était comme juste comme Normal. Là. normal, tu sais. Et déjà, quand il te sort un playbook, faut que tu apprennes des jeux, on était comme, qu'est-ce que c'est que ça? C'est comme tous les sports qu'on a fait avant, que ce soit le rugby, t'as pas autant de stratégie. Donc, Non, c'est c'est sûr vrai, que là, tu c'est passes freestyle. de tout à rien, faut que tu apprennes des jeux, on est comme, Et surtout à cet âge-là, je te dirais, à ce moment-là, il n'y avait pas vraiment de stratégie, là. T'avais un athlète qui courait vite, c'était running back, chaque jeu, tu lançais le ballon et c'est gagner 10 yards. C'était pas développé comme ça l'est aujourd'hui, on va dire. C'est sûr. Non, c'est sûr. Du coup, linebacker, à partir de ta première année junior, est-ce que vous passez à 11 en junior? Est-ce que c'est compétitif, les Météors à cette époque? Un titre de champion de France junior, un truc comme ça? Donc, effectivement, on passe à 11 en junior. Et on n'a pas eu de titre de champion de France, malheureusement. On était 2 fois en demi-finale. Ok. Mais oui, c'était très, très, très compétitif à cette époque-là. Notre entraîneur, c'était Nicolas Simoneau à l'époque. Oh, ok. L'entraîneur Qui est actuel, le head coach du des Flash. Flash. là. Ouais. Que j'ai rencontré. C'était mon coach, mon mentor un peu à ce moment-là. C'est lui qui m'a Oh, wow. vraiment tout appris et comme vraiment fait aimer le football. Là. Nice. Et non, donc avec lui, je connais un peu le personnage. Là, ça n'a pas choisi d'être compétitif. Là, c'est Ouais. des pratiques qui durent 2 heures, elles peuvent durer 4h30 s'il en a envie. Comme il joue pas un match pour le perdre, on va dire. Non, ça c'est Donc, sûr. comme l'esprit de compétition, l'esprit de perfection, l'esprit de discipline, là, avec lui, comme vraiment, comme. Et tu sais, on avait 15, 16 ans, on était des petits cons, comme. C'est vrai, tu sais, c'est comme. Lui, il te remet vraiment le droit chemin et comme. C'est lui qui m'a justement introduit à la musculation. OK. C'est le premier à Wow. m'avoir ramené dans une salle avec certains joueurs qui nous disent, comme, OK, si tu veux aller plus loin, si tu veux, comme, être un peu meilleur dans le football, là, Mhm. à cet âge-là, tu dois commencer à lever des poids et aller t'entraîner. Donc, c'est la personne qui m'a fait aimer la musculation et comme faire ma passion, en faire un travail plus tard. Donc, je le remercierai toujours pour ça. Et non, c'est ça, on était assez compétitifs, je te dirais. On a, tu sais, demi-finale, on perd 2 fois. Je pense une fois contre Molos, une fois contre Cougar. Et c'était comme. Mais on avait quand même une très, très bonne équipe. Je te dirais que j'ai fait une finale avec. Quand on était en junior, 3e année. On a 3-4 joueurs, justement, qui étaient en junior 3e année, qui ont été joués avec les seniors. OK. Ok. Surclassé, dans le fond. Avec Ouais. les seniors, on a réussi en finale nationale en division 2. Ok. Donc, c'était ma première finale nationale, alors que j'étais même pas senior encore, j'étais junior, mais on Ouais, avait fait classé. les 4, on jouait comme. Très cool. Donc, non, il y avait quand même beaucoup de talent à ce moment-là au Météor, là, et qu'il y en a encore actuellement, je pense. Est-ce que la première fois que tu mets un pied dans un gym avec Nicolas Simoneau, t'as direct ce coup de cœur pour la musculation? Ou est-ce qu'au début, t'es un peu en mode ah? J'étais pas vraiment en mode mais tu sais, comme t'es toujours un peu comme surpris, tu sais, surtout que c'était Ouais. un gym un peu comme c'était le gym de Val-de-Fontenay. Ok. Donc, c'est une salle plus communautaire. Ok. Donc, c'était un long couloir, un peu comme ici, là, avec comme 5 squat racks, 5 bench, que des gars super balèzes. Donc, on arrive, c'est la première fois qu'on s'entraîne, tu sais, on est comme Wow. un peu perdu où est-ce qu'on est. Mais, tu sais, dès qu'on a fini la première séance, on a dit encore, revient demain. OK. Donc, ça vraiment comme, tu sais, comme et quand on a commencé, tu sais, à s'entraîner après 1 mois, 2 mois et voir sur le terrain que tu commences à être plus fort, que tu commences à être meilleur, bah, c'est sûr que ça te donne l'envie de toujours y retourner. Comme, non, c'était vraiment comme,
pas un coup de foudre, on va dire, au début, mais comme tu vois les bénéfices assez rapidement quand tu t'entraînes, comme que tu es un peu plus fort sur le terrain et ça t'aide à comme mieux performer, bah, c'est sûr que ça nous a poussé après à continuer tous ensemble. Surtout en équipe. Je pense que c'est ça qui est cool. La plupart des jeunes qui commencent, souvent, ils sont tout seuls, ils vont au gym. C'est très, très dur. Mais là, quand on arrive, on était un groupe de 10-15 joueurs ensemble. Tu sais, il y en a un qui, surtout à cet âge-là, il y a un gars qui pousse 40 kilos au bench. C'est sûr que tu vas essayer de faire 45. Tu vas en prendre. Donc, c'est déjà une compétition. Il y a l'ego qui est là. Donc, c'est comme ça, on se poussait les uns les autres. Et je pense que c'est vraiment ça qui était cool, ce côté d'aller au gym et comme avec tes potes et vous poussez les uns les autres, là. Tu disais que quand vous êtes arrivé la première fois, c'était un peu une salle communautaire. Puis tu dis que ça ressemblait à ton gym ici parce que dans le terme de comme c'était petit en largeur exact. Et c'était très étiré, donc c'est un peu comme exactement. Parce que juste être clair pour l'audience, c'est vraiment pas une salle communautaire ici, tout l'inverse, c'est une salle privée. Non, exactement. Non, mais je veux dire, je dis là comme c'est la disposition de la salle est un peu dans le même style, c'est un grand comme vraiment large, ça allait vraiment même plus loin que ça. Et c'était assez comme surtout quand tu commences dans une petite salle où qui est comme vraiment fermée. Tu vois tout le monde. C'est un peu plus comme on va dire comme pas ça va pas te faire peur, mais c'est comme tu vas être comme oh shit, c'est comme tout exactement un peu plus intimidant, c'est ça. Est-ce que coach Simoneau avait un background en musculation ou même pas? Pas du tout. Ok, c'est ça, c'était comme vraiment un coach qui vous expliquait vite fait, genre. Exactement. Ben tu sais non, coach Simoneau il a toujours été très perfectionniste. Ok. Donc il faisait ses recherches aux États-Unis, c'est un gars qui était beaucoup en NCA, faire des camps, faire des développements, donc il était toujours là. S'il nous faisait quelque chose, c'est que ça avait été fait quelque part d'autre et que ça avait été approuvé, qu'il avait vu en action. Donc c'est comme non, tu sais, ces programmes étaient comme pour des jeunes comme nous. De toute façon, bon. À 16 ans, tu fais n'importe quoi, tu vas progresser. Ah, c'est vrai. Donc c'est surtout à cet âge-là, là. Donc lui, non, tu sais, il nous encadrait. C'est comme non, c'était quand même un programme qui était comme c'était très bien là. Charlotte à lui. Comment tu commences à penser au Canada? À même te dire, il y a la possibilité d'aller en Amérique du Nord et d'éventuellement aller jouer au cégep. Comment c'est que en fait, moi, je te dirais, je pensais même pas aller au Canada parce que ça faisait, en fait, moi, faut savoir que j'ai arrêté l'école quand j'avais à peu près 13 ans et demi. Ah ouais. L'école, c'était pas quelque chose qui était pour moi à cette époque-là, là. Okay. Donc, j'avais commencé à travailler en pâtisserie, en fait. Ok. Donc, j'avais arrêté l'école, c'est ça. De 14 à 16 ans, j'avais passé le CAP BEP, qui est un peu l'équivalent des DEP ici, hein, les écoles un peu plus professionnelles. Ensuite, j'avais fait mon bac pro. Et déjà à 17 ans, j'avais déjà un travail comme en tant que dans une pâtisserie assez bien payé, comme donc c'était déjà donc le foot c'était à côté là. Tu sais, moi je travaillais la nuit, j'allais jouer au foot après. Okay, comme pour info là, comme on jouait les dimanches par exemple à 13h, j'allais travailler à 1h du matin, je finissais à midi, je prenais la voiture, on prenait le car, on allait jouer là. Je dormais très peu comme quand on allait jouer les matchs de foot là. Aïe aïe. Est-ce que tu peux nous expliquer ça pour l'audience canadienne? Je sais qu'en France c'est normal, mais en tant que pâtissier de travailler la nuit, pourquoi? Moi j'ai une idée, mais les premiers clients arrivent à 6h du matin, faut que ça soit prêt. Et ça doit être frais. Parce qu'ici, c'est pas le cas, on s'en fout. C'est surgelé. Exactement. Mais c'est ça, c'est comme moi, en plus, je travaillais à Paris, donc c'était assez loin, donc c'était comme, c'était le patron que j'avais à l'époque, c'était assez dur. Donc c'était comme si on travaillait comme 6 jours semaine, je faisais déjà des 50, 60 heures semaine déjà là-bas. Alors j'avais comme 15, 16, 17 ans là. Donc et c'est ça, tu sais, les week-ends, on travaillait plus tôt, alors que la semaine, souvent, c'était 5 heures du matin, parce que avec le premier RER, je pouvais pas arriver plus tôt que ça. Mais tu sais, à 14 ans, je prenais déjà le premier RER à 4h50 en bas de chez moi, donc c'était comme, c'est bon, pour être autonome, pour développer, c'était parfait là. Mais c'est ça, donc on finissait comme, on travaillait beaucoup la nuit, justement, pour comme tout ça. Après, la boutique ouvrait autour de 6h, 7h le matin, le week-end. Et il faut que direct, les premiers clients, tu serais surpris, qui arrivent à 6h15, ils sont déjà devant la porte. Donc c'est comme, non, c'est pour ça qu'on est obligé de commencer aussitôt. Quand t'es en pâtissier, boulangerie, pâtisserie, c'est un peu ce genre d'horaire que tu vas avoir. Souvent, tu finis tôt. Donc souvent, tu finis autour de 13-14 heures. Ok. Donc ça qui me permettait justement je rentrais, après j'allais directement à l'entraînement et ensuite à la pratique de football. Là. C'était, tu dormais très peu. Tu dormais très peu? Très peu. Ouais, à ce moment-là, c'était des nuits de 4 heures, 5 heures maximum. Est-ce qu'il te reste de l'expérience en pâtisserie? Est-ce que tu cuisines des trucs comme ça des fois ou... Je te dis, moi j'adore cuisiner, donc oui, je continue à cuisiner beaucoup. J'aurais aimé continuer la pâtisserie quand je suis arrivé ici. Ouais. Ok, le problème c'est quand je me suis présenté, je vais savoir plus tard, après je suis parti à Rimouski. Ouais. Il y avait une seule pâtisserie dans la ville. Ouais. Donc j'ai ramené mon CV à la personne. La personne m'a dit que mon CV, j'étais plus qualifié que le chef. Donc, ils voulaient pas m'embaucher parce que ça faisait comme de l'ombre au chef. Okay. Alors que moi, je voulais juste un emploi étudiant, travailler 15-20 heures semaine, là. Ouais. Ensuite de ça, quand je suis revenu 4 ans plus tard, j'étais comme à Montréal, là. J'étais un peu plus dans un autre mindset et j'aurais pu, tu sais, retravailler ici en 2011-2012, mais ça m'intéressait plus tant que ça. Donc, comme, Moi, j'ai une idée. On a Gordo Performance. Je suis fan de, je suis client de Gordo Performance. Je serai client de Gordo Pâtisserie. Gordo Pâtisserie. Tu coupes un petit bout de la deuxième partie du gym. Exactement. Tu fais un petit stand le matin. Des grands bench press, puis là, vrai, des torsades. Des torsades.
On peut envoyer ça. Ce serait tellement drôle. Du coup, donc ta carrière en France, en junior, etc. Premier contact avec le Canada, Ouais, c'est qu'est-ce ça. qui se passe? Qu'est-ce qui arrive? Qui te contacte? Est-ce que c'est toi? Est-ce que c'est des coachs qui te recrutent? Parce que maintenant, c'est hyper répandu. Maintenant, il y a un Français sur 3 qui part faire ses études au Canada, joue au cégep, etc. Mais dans ton temps. Mais à l'époque, On était genre, les- tu fais c'est partie vraiment des les premiers, pionniers. Puis tu nous as dit que tu y pensais même pas au Canada au début. C'est ça. Donc, Voilà. encore une fois, Nicolas Simoneau, qui est venu me voir. En fait, il avait envoyé un joueur l'année d'avant, déjà à Rimouski, OK. en 2006. C'est ça. Moi, je suis parti en 2007. Et en fait, c'était le coach qui était le head coach de Rimouski, avait coaché au Météor dans les années 90. Oh, Sinon, c'était Luc Dorion. Et donc, lui, chaque année, il disait, par exemple, OK, l'année prochaine, j'aurais besoin d'un linebacker, j'aurais besoin d'un running back. Il demandait un peu plus les positions. Est-ce que tu as un athlète à ce niveau-là qui peut venir nous aider, gens? Et en 2007, justement, il avait besoin d'un linebacker. Donc, c'est là tout de suite pensé à moi. Il m'a dit, est-ce que ça t'intéresserait d'aller au Canada? Mhm. Donc là, moi, j'avais mes potes en France, ma famille en France. J'avais un travail qui était déjà assez bien payé. J'avais une bonne situation financière de ce côté-là. Donc, j'étais comme, j'ai réfléchi, mais je pense qu'après peut-être 24 heures, j'avais déjà pris ma décision d'y aller. Là. Ah ouais. C'est un challenge, c'était comme tu sais quand t'es jeune, surtout quand t'as une opportunité comme ça là, t'y vas, tu fonces. Tu dis ça marche pas, dans 2 ans je suis revenu en France, c'est pas la pâtisserie, c'est la pâtisserie va pas partir là, je pourrais revenir travailler là. Mhm. Donc dans ma tête, j'allais là-bas plus pour 1 année ou 2 années, comme voir un peu comment ça se passait et comme je savais même pas qu'il y avait des niveaux, je savais pas qu'il y avait du cégep, université, choses comme ça, donc j'étais comme vas-y, va voir comment ça se passe. Et après, si t'aimes ça, tu restes. Si t'aimes pas, tu rentres. Là. Donc, si tu prends pas des risques à cet âge-là, ce qu'il m'avait dit, il m'a dit, si tu pars pas maintenant, une fois que ça fait 7-8 ans que tu seras dans ta carrière, ça va être plus dur de partir. 100%. Donc, il m'a dit, je te conseille, vas-y, fais 1 année. Si t'aimes pas, tu reviens. Et moi, après, l'année après, j'aurais été en senior avec les météores ou quoi que ce soit. Donc, donc c'était un challenge aussi. Et j'étais honoré qu'ils me choisissent moi pour partir. Donc, j'étais comme, OK, je vais aller comme Surtout à l'époque, ils prenaient vraiment le meilleur. Ils prenaient pas 40 gars comme exactement, ouais, de cette année-là. Est-ce que tu sais à ce moment-là que tu t'en vas à Rimouski? Déjà, est-ce que tu connais le Québec? Est-ce que tu connais le Canada? Pas Et du surtout, tout. est-ce que tu sais que tu t'en vas, no offense à tous mes gens de Rimouski, mais que tu t'en vas dans un coin perdu, là? Tu t'en vas pas en ville? Non, pas du tout. Même, je te dirais, la première fois, parce que j'avais regardé la carte vite fait. Mais si j'avais regardé, vu que c'était super grand. Donc, moi, je Yeah. pensais que c'était comme peut-être à 1 heure, 2 heures de voiture, tu vois. Donc, petite anecdote, justement, j'étais en Espagne en vacances. J'avais pris parti directement d'Espagne au Canada. J'arrive à l'aéroport. Donc, justement, j'appelle le coach. Donc, je lui dis, là, je suis à Montréal. C'est quel métro? C'est quel bus pour y aller, là? Ouais. Il me dit, non, faut que tu prennes un car. C'est genre 7 heures de bus. waouh. Donc là, j'étais comme. Je pensais que c'était une blague. Parce que je voyais les métros, je pensais que c'était Ouais, ça. habitué, J'étais à au 1 pire, heure. RER ou un En truc plus, à comme ça. l'époque, je m'étais pas renseigné. Ouais, J'étais ouais. parti comme ça à l'arrache. Et là, finalement, il me dit non, faut que je prenne un car. C'est comme 7 heures la nuit. Donc là, je prends le car. Plus on avance, c'est après 2 heures, il n'y a plus de ville. C'est dans les forêts. Là, je commence à dire où est-ce que je suis parti? Dans quoi je me suis embarqué là? Une fois que finalement j'arrive à Rimouski, ça à Montréal, c'était en fin juillet, début août, c'est 35 degrés, super soleil. Ouais. Là, j'arrive à Rimouski, il fait genre 15-20 degrés, gris, je suis comme, waouh, dans quoi je me suis embarqué là? Mais non, finalement, je suis resté là-bas quand même 2 ans, donc c'était comme, je suis arrivé, et comme je te dirais, tu sais, même le niveau de football, je trouvais qu'on était meilleur au Météor qu'il l'était là-bas. Ah ouais. C'est en termes de talent. OK, oui, ça m'étonne Oui, à pas. Rimouski, il y avait comme 5, 6, 7, 8 très très bons joueurs. Mais en termes de depth, après ça, c'était comme assez limité. C'est de la collégiale division 3. Exactement. Ouais. Donc, tu vois, en termes d'athlètes, il y avait plus d'athlètes en France, peut-être un peu moins qui savaient un peu moins le football. 100%. Mais Ouais. surtout comme ça en junior. Là. Ouais. Donc là, j'étais un peu surpris. Surtout que après, je vois que ça se joue à 12. Ouais. Les règles sont différentes. Le terrain est 2 fois plus grand. Le end zone fait 20 yards. Je suis comme, qu'est-ce qui se passe? C'est même première anecdote. Quand j'ai la premier match que j'ai joué là-bas, je pense que j'ai pris 110 ou 120 yards de pénalité à moi tout seul. Ouais, c'est vrai ça. Comme je connaissais pas toutes les règles. Donc, premier punch, je descends, j'explose un gars, il catch le ballon, je le tue. Parce qu'il faut savoir qu'au Canada, il y a les T'as une 5 zone de yards 5 yards à d'immunité. protéger, exactement. Exactement. Donc là, 15 yards, je comprends pas. Je dis, mais il avait le ballon quand je l'ai tapé, ça. L'arbitre, déjà, c'est qu'il me regardait, il dit, qu'est-ce qui se passe? Il comprenait pas comment un Français déjà bien joué à Rimouski, tu sais, même eux, ils étaient choqués, là. Et non, c'est ça. Donc, mes premiers matchs, j'avais quand même eu j'avais fait comme 10 plaqués de sacs, je pense. Donc, le coach, prochain meeting, il me dit, OK, c'est bonne performance, là, mais si tu continues à nous coûter 100 yards par match, on va pas pouvoir te laisser sur le terrain, là. Faut que t'apprennes les règles, quoi. C'était la première fois. C'est ça. Après, c'est à eux de t'expliquer les règles avant le premier Il m'avait match. expliqué un peu, tu vois, mais comme. C'était pas rentré. C'est comme. En fait, je jouais comme je joue en France. Ouais. Tu vois, même si on pratique 1 fois ou 2 semaines, punt, 5 yards, tu protèges, là. Tu reprends tes automatismes que ça fait 4-5 ans que tu fais, tu descends, le gars cache le ballon, tu vas C'est le pour frappe. le contact, là.
Au Donc niveau ça, c'était assez drôle de ce côté-là. Avec l'école, t'as pas de problème parce que du coup, t'as pas de bac, t'as juste un BEP. Ça pose pas. Enfin, c'est un peu pâtisserie, ça pose pas de problème. Ouais, ça, en fait, on a mis une petite douille, mais c'est pas. Mais sinon, non, parce que si t'as le brevet des collèges, Ouais. techniquement, tu peux rentrer au cégep. Oh, waouh, ok. Ouais, donc c'était avec. Et je pense qu'ils avaient accepté un de mes bacs, bac pro, quelque chose comme ça. Ou, Ok. ils avaient accepté une équivalence, quelque chose comme ça. Et il avait réussi à. Normalement, c'était pas faisable, mais il avait réussi à forcer le dossier pour que je puisse rentrer en sciences humaines. Ok. Donc j'avais réussi à rentrer à l'école finalement. Avec, Souvent, Léo, pour peut-être donner un peu de contexte, c'est cégep en région. Ouais. Ils ont pas autant de demandes que, je sais pas moi, le Vanier College à Montréal Exactement. ou Montmorency. Et donc, ils peuvent se permettre de un peu plus magouiller. Je me rappelle, en sortant du secondaire, j'hésitais entre Vanier et Champlain-Lennoxville. Ouais. Et j'avais, au moment où tu appliques pour le cégep, t'as pas fini ton année de secondaire. Donc, il y a des bulletins qui sortent. T'as pas fini ton secondaire 5, OK? Ouais. Donc, t'as des bulletins qui sont sortis, mais pas ton bulletin final. Et dans un de mes bulletins qui était sorti de genre le tiers de l'année, ma note de maths, elle n'était pas assez bonne pour rentrer automatiquement en business administration que je voulais Ok. rentrer à Vanier. Mais le Knox, il avait dit, c'est bon. T'inquiète. Parce que, tu vois, c'est à Sherbrooke, j'allais jouer pour Je l'équipe. vois. Il y a des magouilles à faire. Plus tu es en région et tu joues pour un sport, plus... ouais. Je pense que c'est ça qui a facilité. Ouais, C'est sûr. ouais, c'est ça qui a facilité le process de rentrer à l'école justement. Là, ouais, ça... Comment ça se passe avec l'accent Ouais, c'est à ce moment-là? Parce qu'aujourd'hui, je t'ai vu Gordo parler avec les plus grands Québécois, plus grands Montréalais. C'est bon, t'es adapté. Tu peux parler avec n'importe qui au Canada. Mais quand tu viens d'arriver, est-ce que tu étais choqué déjà par l'accent à Montréal, comme certains l'ont été? Et ensuite, est-ce que tu étais choqué par l'accent à Rimouski, qui est encore plus... Je te dirais, ouais, franchement, les 2-3 premiers mois, je comprenais pas grand-chose. Donc c'était comme, surtout qu'on avait des joueurs dans l'équipe qui venaient de Beauce, qui venaient un peu partout de région là-bas. de Beauceron. Donc on finit la première pratique, je pense, et il y a un gars qui me dit, tu veux que je te fasse un livre dans mon char, quelque chose comme ça. Et je pense qu'il se foutait de ma gueule, donc déjà on s'est bagarré, genre, alors qu'il me proposait de me ramener chez moi, genre. Exactement. Mais tu vois, juste des petits trucs comme ça, et c'était comme, c'était assez difficile, je dirais, à comprendre. À Montréal, beaucoup moins. À Montréal, c'est beaucoup plus multiculturel. Les gens parlent. Un français plus C'est vraiment international. plus facile à comprendre le français ici que ça allait en région, on va pas se mentir. Là. Ouais. Surtout les accents, mais comme. Non, assez vite. Je me suis quand même assez habitué assez vite là-bas. Mais c'était plus au cégep, tu sais, les profs. Des fois, même les profs, j'avais du mal à les comprendre. Donc là, c'est sûr, quand tu vas à l'école, c'est pas compliqué. facile. Là. Ouais, j'avoue. Et surtout qu'on avait des cours de français, mais c'était français québécois. Littérature québécoise, ils appellent ça. Ouais, je vois. Donc là, eux, ils mettent des accents sur les majuscules. Ce qu'on ne fait pas en France. Ok, je savais pas. Ah ça. oui, vous mettez pas d'accent sur les Il n'y majuscules? a pas d'accent sur les majuscules. C'est la première fois que j'apprends ça. Donc là, la prof m'enlève des points Ouais. pour voir ça. J'étais l'embrouillé tout de suite. Je dis comment elle me dit parce qu'il faut mettre un accent sur la majuscule. Je dis ça, c'est pas la langue française, c'est la langue québécoise. Alors, c'était embrouillé et ainsi de suite. Mais comme. Attends, excuse-moi. Donc, si une phrase commence par A apostrophe, majuscule, vous mettriez pas... une phrase peut pas commencer comme ça, mais peu importe. S'il y a une majuscule... Si, ça- sur, C'est plus avec les E. Souvent, avec les Ouais. E, c'est un majuscule dans un terme normal. Si tu mets une majuscule, tu mets pas l'accent. ah ouais? Ouais. Ah non, La non. majuscule me prend le semble. dessus sur la voix. Mais c'était juste des petits trucs comme Oui, ça, oui. tu vois, mais c'était comme. De tous les trucs Québec-France qu'on a débattus dans notre vie, j'apprends ça pour la première fois. Ah. OK, cool. Mais sinon, ça, après l'école, en tant que tel, tu sais, moi, ça faisait 5-6 ans que j'avais pas été à l'école. Ouais. Donc là, je reprends sciences humaines, cours de base. Je pense que c'était le truc le plus facile que j'ai vu au monde. J'étais 100%. comme, t'as des pauses, t'as 2 heures de cours, 4 heures de cours par jour. J'étais comme, c'est tout, moi. J'étais habitué à avoir des cours en France de 8 heures à 6 heures du soir tous les Ouais. jours. Là. Ouais, votre système scolaire est Ah, incompréhensible. c'est très très dur. Quand t'arrives ici, c'est comme, ok, c'est comme t'as vraiment le temps de relaxer, d'aller t'entraîner, de faire tout ce Ouais. que t'as à faire. Donc c'était. Moi, je comprends pas les gens qui vont au cégep en sciences humaines, hein, parce que si tu fais sciences naturelles ou sciences pures et appliquées, puis tu veux... Parce que le cégep, c'est pas difficile. Ce qui est difficile au cégep, c'est d'avoir une quotaire de 32, 33, 34, 35 pour rentrer dans un gros programme. Mais les gens qui font pas de sport, parce que moi, je trouve que le cégep, c'est vraiment axé pour le sport, comme tu as dit, il y a tellement de pauses. Exactement. Donc, les gens qui font pas de sport, qui sont en sciences humaines et qui ont de la difficulté, peut-être l'école, c'est pas pour toi. Ou tu branles pas. Tu branles rien. Ouais, c'est. T'es un branleur. Non, ça, même des gens que moi, j'étais avec des projets d'équipe qui foutaient rien. J'étais Ouais. comme, mais tu fais quoi de tes journées, genre? Ouais. Tu fais pas de sport, tu fais rien. Comme, Exact. t'es le 2 heures c'est. Mais c'est cool aussi pour les gens qui travaillent. C'est ça qui est cool. Exactement. Tu peux avoir une job étudiante, faire beaucoup d'argent, là, tu peux prendre beaucoup d'heures tout en faisant tes études. Donc, Ouais, moi, j'avais repris ça vraiment sérieusement à l'école. C'est comme. ouais, tu C'était une t'étais deuxième dit- chance pour moi, donc j'étais comme.
Je pense que j'avais fini avec une cotère, genre autour de 34, genre. Ah ouais. Ça va. Oh shit. Tu sais, Parce que t'aurais c'était pu rentrer comme- en médecine. Ah? Non, pour en médecine, on va pas Oui, viser là. 34, ça rentre en médecine. Ouais, mais pas en Dépendamment. sciences humaines, pas en sciences humaines. Ah, c'est vrai. En sciences Pardon, humaines. c'est vrai. Mais- T'aurais pu rentrer en droit. Hein? T'aurais pu... Gordo, avocat. Gordo Genre avocat. tu vois, incroyable. Tu sais, c'est marrant parce que Gordo, tu mets n'importe quoi après comme C'est objectif. trop bien. Ça marche. Ça passe, ça Ça, passe. c'est trop stylé. Depuis Gordo Performance, là. Gordo, Gordo avocat. avocat, Gordo administration. Et donc, t'as gradué de ton cégep ou non? J'ai comme- gradué Ok, en nice. sciences humaines en 2010, je pense, ouais, 2010. En Ok. 2 ans, du coup. 2 ans. Ok. Ouais, donc 2 c'est ans et bien. demi. 2 Tu ans, vois et en fait, 2 saisons Ta complètes gueule, plus frère. un demi, genre. Ok, 2 ans et demi, Ok, tu ouais. vois. ouais, t'as fait 3 saisons. 3 saisons. 3 saisons, mais après la dernière saison, t'es parti Je directement. suis parti en décembre, Ouais. après les derniers avant. Cool. La seule chose, c'est que j'ai dû refaire mon épreuve ministérielle de De français? Ok. À cause Parce des que- accents. Non, parce qu'il y a un imbécile qui a copié sur moi. Non. Non, mais c'était un gars de foot qui était pas très bon à l'école. Donc, j'ai voulu l'aider, je lui ai passé ma feuille, je lui ai dit prends 2-3 lignes. Ouais. Il a recopié mot pour mot. Oh non. Donc je savais même pas que j'avais pas mon diplôme. Ça c'est le pire là. C'est quand je suis revenu en 2011 à McGill, Oh non. qui m'ont dit qu'il fallait que je refasse, je l'ai fait au Vieux-Montréal, refasse mon épreuve initiale de français. Parce que t'avais coulé. Parce que elle m'avait fait couler pour plagiat. plagiat. Alors que là, j'étais sûr d'avoir le. C'est pour ça que j'ai jamais reçu le diplôme officiellement, je pense. Mm. Ouais, je l'ai, mais il doit être, ils ont dû Ouais, l'envoyer il est dans leur quelque part. administre, Donc, ouais. j'ai jamais eu le diplôme Le du cégep en papier. tant que tel. Après, honnêtement, le diplôme de cégep. Une fois, si t'as un diplôme universitaire, le diplôme de cégep, Ah, c'est ça, c'est. il compte plus. Ouais. Mais c'était juste, j'en avais besoin pour appliquer justement à Oui. McGill, tu comprends? Et quand j'ai appliqué, ils m'ont dit, ah, mais ton diplôme est pas complet. Parce que sûrement qu'ils avaient envoyé des lettres à mon adresse à Rimouski. Moi, j'étais parti en France depuis Ouais. un petit bout. En mode, s'il vous plaît, revenez pour voter. Ouais. Exactement. Donc là, j'étais comme, oh fuck. J'ai dit, jamais j'aurais dû l'aider, tu vois. Non, c'est fou ça. Niveau football, ça se passe comment, du coup, tes 3 saisons? Est-ce que tu fais des équipes étoiles? Est-ce que, genre, t'as des bonnes stats, des trucs comme Oh, ça? bah oui. Donc les 3 années, je pense, j'ai fait l'équipe étoile. Ok. Ce qui était vraiment cool quand je jouais, en fait, c'est que c'était tous les ans que il y avait un camp D2, D3 Ah pour ouais. les joueurs étoiles. Oh. Donc les 11 offensifs, 11 défensifs. Ça existe qui plus, faisaient ça. un camp, ça n'existe plus. Je pense qu'ils l'ont arrêté comme 2-3 ans après qu'on a fini. Donc, et c'est là, en fait, que tu avais tous les recruteurs universitaires qui venaient. Donc, D1 avait leur propre truc, mais D2, D3 étaient réunis. Ok. Et on avait une journée, c'était comme un peu un mini combine. C'est un peu un mini combine qu'on faisait, je pense que c'était après saison novembre-décembre, parce que je l'avais fait avant de partir. Fait que c'était dans un indoor C'était facility. dans un indoor. Moi, je l'avais fait une fois à Jonquière, une fois à Québec. Ok. Et c'était vraiment une bonne expérience. C'était avec tous les joueurs D2, D3. Donc, tu avais des tests physiques et tu avais justement, c'est là que tu avais les recruteurs, que ce soit Carabin, McGill, UDM, même Ontario qui venait recruter. Et je pense pour eux, à l'époque, ils n'avaient pas le budget d'aller voir tous les matchs, on va dire, comme en région. Ouais, c'est sûr. Mais en fait, ils venaient, tous les joueurs étoiles de D3 étaient au même endroit. Ouais, donc donc c'est ils parfait. pouvaient les voir jouer. Donc ça, je pense que ça a aidé aussi pour le recrutement. Pour moi, c'était plus facile de me faire voir plutôt que de. Même si j'étais deuxième leader tackle, je pense, dans la ligue, là. Mhm. Mais quand tu joues en D3, comme. À Rimouski. Ils vont pas se déplacer, tu comprends. Donc c'est comme. Malgré qu'aujourd'hui, oui. Oui, Mais à oui, l'époque, non, maintenant comme ça a changé. Ouais. Mais je pense qu'à l'époque, c'est ça qui était bien. Justement, ce camp-là aidait beaucoup de joueurs qui étaient comme dans des petits programmes. Exact. Et ça permet d'avoir une vision, justement, avec des joueurs, des recruteurs universitaires d'un peu partout au Canada. Donc ça, c'était la partie vraiment cool à l'époque de ce Nice. petit truc qu'ils faisaient à l'époque. Et quelle équipe te recrute ou quelle équipe t'intéresse à l'époque? Est-ce que déjà tu t'entendais parler de l'Université Laval qui était comme le powerhouse québécois? Comment tu voyais l'université là, à ce moment-là? Bah, moi, mon coach, en fait, à Rimouski, était Eric Avon. OK. Lui, c'était un ancien de Laval. Classique. Ok, donc lui, il m'en a parlé un petit peu, ces choses-là. Moi, quand j'ai commencé le cégep, dans ma tête, je voulais déjà ouvrir un gym. OK. Donc, dans ma tête, c'était déjà quelque chose que je voulais faire. C'est moi qui faisais Oh, les wow. programmes. Moi, à Rimouski, je faisais des programmes au Je- gars. C'est déjà une passion que j'avais, surtout qu'on avait beaucoup de temps libre. Donc, à l'époque, t'avais pas accès à tout ce que t'as actuellement. Donc, t'allais sur bodybuilding.com et tu regardais Ouais. les programmes de Larry Wheels, Arnold à l'époque. C'est un peu ça, là. Et tu sais, je mixais des trucs et on essayait de faire des programmes parce que déjà, aujourd'hui, c'est dur, je pense, pour eux d'avoir un préparateur physique. Donc, à l'époque, c'était le coach, pareil, un peu comme tu disais, il te donne un Ouais. pamphlet, fais ci, fais ça. Donc, moi, je croyais pas vraiment à ça, là. Donc, tu sais, je commençais à faire des programmes pour les gens et je travaillais justement dans la salle du PEPS, qui était le centre sportif à Rimouski. Oh, ok. Donc, je pense que c'était le même nom mais c'était À le Laval. centre sportif Ok, de Rimouski. ok, J'étais ok. déjà comme superviseur de la salle. OK. Donc j'entraînais un peu, c'est déjà 2-3 personnes, mais juste comme c'était gratis, t'es pas payé pour ça, t'es payé pour superviser là, mais c'était quelque chose déjà qui me passionnait. Ouais. Donc une fois que j'ai fait justement mon camp pour être recruté, je pensais vraiment, comme moi, je voulais vraiment apprendre l'anglais. Ouais. Donc c'est quelque chose que je me suis dit, si je veux percer quoi qu'il arrive un jour, parce que moi mon but à cette époque-là, c'était d'aller travailler aux États-Unis quand Ouais. j'étais jeune, c'était comme, oh ouais, je veux aller à NCAA, comme,
Donc j'ai dit comme Je pense c'est qu'on sûr a, que si je on a parle- tous eu ce rêve ici. Non, c'est ça, c'est comme quand t'es jeune, tu vois les programmes, tu dis ah ouais, c'est le strength coach, ça a l'air insane, là. Donc je suis comme il faut vraiment que j'apprenne l'anglais. Donc c'est vraiment en termes de recrutement qui sont venus me voir, c'était vraiment Sherbrooke, Concordia, McGill et quelques équipes en Ontario. En Ontario. Mais qui était vraiment très, même à l'époque c'était moins cher, mais c'était déjà super cher. Ouais. Donc j'avais le choix. Tu sais, j'hésitais entre McGill et Concordia. En termes de football, Concordia était un peu meilleur, on va dire à ce moment-là. McGill, il sortait de la polémique, donc c'était un peu plus un programme qui c'était en reconstruction beaucoup. Et justement, vu que j'avais 34 de côté, le gars de McGill me dit ah mais c'est comme nous on peut te faire rentrer facilement. Le problème, moi je voulais aller en kinésiologie, Ouais. mais j'avais fait sciences humaines. Ouais. Il faut sciences nature. Donc, Exact. il m'aurait fallu que je refasse une année de plus avec juste des Oh. cours Ouais. U0, là, Une genre année de préparation. avec biologie, chimie, choses comme ça. Là. Et à l'époque, j'avais pas vraiment beaucoup d'argent. Ok. Donc, j'étais comme. Mon plan, moi, c'est de rentrer 1 an en France, travailler un maximum, faire du cash et revenir ici pour être capable de payer un loyer, comme payer l'université, ces choses-là. Là. Parce qu'ils offraient pas de bourse à l'époque ou... J'ai eu une bourse, Ok. mais après, mais c'est comme, c'est le coût de la vie en termes général. Oui, Si c'est t'arrives à vrai. Montréal avec zéro, là, comme là-bas, c'est le compte en banque, t'as $30. Donc, c'est comme, Ouais. c'est pas avec ça que tu vas aller vivre à Montréal. Surtout que Montréal, c'est un peu plus une grosse ville, les loyers Ouais, sont plus c'est chers. quand même plus cher. Ouais. Et c'est comme, mes potes, ma famille, je voulais comme au moins aller les voir comme 6 mois, 1 an. Donc, j'étais comme, tu sais, j'ai besoin de ce break-là avant de continuer, juste pour comme rentrer un petit peu. Donc là, j'avais dit oui à McGill. Donc là, c'était en 2010. Pour là, j'ai dit, bah, peut-être je vais venir en août. Ou si ça se passe mal, bah, je reviendrai l'année d'après en fonction de comment j'ai réussi à travailler ces choses-là. Donc finalement, tu sais, avec les notes tout, ils m'ont dit ah. Donc j'ai fait une année complète en France. Ok. Je suis rentré, en fait, je suis revenu en février 2011 pour faire la saison. Ça, j'ai fait l'off-season et après pouvoir faire la saison avec eux en août 2011. Donc au final, j'ai pris McGill principalement, je vais dire pour l'école. Ouais. Parce que, tu sais, je me suis dit, quelle meilleure université pour pouvoir apprendre l'anglais. C'est la Ivy League canadienne aussi, là. C'est vraiment Et c'est- prestigieux. Et ce qui me vendait, c'était que même si je parle pas anglais, t'as des tuteurs, ils allaient tout faire pour que je puisse vraiment apprendre l'anglais au fil des années, que je sois vraiment bilingue quand je sorte, en Ok. fait, là. Donc moi, c'était ça un des plus gros critères pour moi, c'était vraiment de pouvoir parler anglais. Donc, c'est T'es pour ça rentré que en quel programme à McGill? Excuse-moi. éducation physique. Ok. Donc finalement, et on m'a dit, comme c'est kinésiologie, éducation physique, c'est un peu les mêmes cours, sauf que l'autre c'est en plus teaching, l'autre c'est un peu plus en. Mais tu sais, j'avais déjà 2-3 personnes que je connaissais dans le milieu et qui m'ont dit, tu sais, l'université, ce que tu vas apprendre, ça va être un peu la même chose, c'est ce que tu vas faire après. Ouais. C'est les certifications que j'achetais après, avec qui tu vas aller faire ton mentorat, avec qui tu vas aller travailler. Donc il m'a dit, tant que tu as un diplôme, que ça soit. Parce que moi, ultimement, tu sais, je me suis rendu compte que si tu travailles avec des athlètes en Amérique du Nord, faut que tu aies le CSCS, Ouais. qui est le NSCA, là, qui a un diplôme que pour pouvoir travailler avec des athlètes soit universitaires au Canada, aux États-Unis, tu as besoin de ce diplôme-là. Ok. Et NSCA offre que tu as un diplôme en éducation physique ou en kinésiologie, tu peux passer leur test. C'est les seuls Ok. deux champs d'études que tu peux justement avoir ce diplôme-là. Ok, je savais pas ça. Donc je me suis dit, au pire, je ferai 4 ans d'éducation physique et après, je pourrais faire mes certifications derrière. Et comme, parce que je suis revenu, j'étais quand même déjà assez vieux. Quand je suis revenu en 2011, j'avais déjà comme 22-23 ans. Donc je me suis dit, comme ça va être. Si je refais une année U0, je vais finir l'université, je vais avoir 28 ans. Là. Ouais, ça y est. Donc pour moi, c'était comme j'essayais de faire ça le plus vite possible. J'ai essayé de faire ça en 3 ans et demi, 4 ans. Ça s'est passé comme prévu là. Mais au moins, comme ça m'a permis de pas finir trop tard, on va dire. Comme je me voyais pas refaire une année d'école juste à apprendre des cours à U0 là. Je J'ai comprends. dit comme je vais rester dans le même programme. Mais tu sais, comme les coachs de foot, ils vont toujours essayer de te vendre. Ouais, mais après une saison, on va essayer de te faire rentrer là. Tu connais le discours des football de coach universitaires là, comme il y a toujours un moyen de te faire rentrer en kin. Ils vont te faire rentrer en médecine si tu les écoutes. Ça, là, tu sais, comme en Surtout éducation McGill. physique, ils vont te dire tu peux aller en médecine là. Ouais, tu sais. Surtout Donc, là-bas, là. c'était assez spécial de ce côté-là là. Mais finalement, non, ça s'est fait naturellement et comme. Est-ce qu'il y a une partie de toi qui se dit à ce moment-là, peut-être aussi je pourrais devenir professeur, parce que c'est ça, l'éducation physique, c'est être prof d'éduc, ou tu dis non, je m'en fous, moi c'est sûr que je vais coacher des athlètes. Pour moi, c'était pas dans ma tête. C'est pas dans le plan. Bah, Ok. pas coacher. Tu sais, à la base, je vais être entraîneur. Donc après, Oui. les athlètes, c'est fait naturellement. Parce que c'était mon domaine. C'est ce que j'ai fait depuis que c'est comme déjà 5 ans avant, j'ai commencé déjà à entraîner des Ouais. joueurs de foot déjà. Donc c'était quelque chose qui s'est fait juste naturellement à la suite, là. Mais comme, par exemple, quand je suis rentré en France en 2010, j'ai coaché, je suis retourné au Météor, coaché. Ouais. Donc j'avais fait 8 mois de coaching justement avec les juniors à cette époque-là. Et j'avais adoré ce côté-là aussi, teaching, coaching. Tu comprends? Donc c'est quelque chose que je me suis dit, ah, tu sais, prof. Donc à ce moment-là, j'étais un peu comme, ça se peut, comme si j'aime ça. Mais dans ma tête, j'étais quand même, ok, pour moi, c'est vraiment, tu sais, comme strength coach, là. Strength coach, c'est ce que je préparateur dois physique. faire plus tard, donc c'était comme vraiment quelque chose qui était set.
Et plus les cours avançaient, plus j'ai fait mon premier stage. Non, en plus, ce qui était bien, c'était que c'était des stages en anglais. OK. Donc, si tu veux comme apprendre l'anglais, va parler avec des enfants de 8 ans. Parce qu'ils vont Première te fois le que je me dire. présente, là, j'ai même pas fait une phrase, là. Un kid, il m'arrête, il me dit, Are you German? Je dis non. Un autre kid, Are you Russian? J'ai même pas fait 2 minutes dans la classe, j'avais déjà envie de taper les deux, là. Mais comme ils ont pas de filtre. Ouais. Donc, c'est ça qui est bien, c'est que tu vas, comme avec eux, tu vas vraiment comme devoir faire l'effort de bien prononcer et bien parler parce que sinon ils vont te le dire. Ouais. C'est ça qui est bien d'apprendre l'anglais avec des enfants. C'est que eux, intéressant. surtout qu'ils sont anglais naturellement, donc ils vont te le dire directement. Exact. Ou si tu dis comme ça, il y a des mots qui se ressemblent un peu. Si tu le dis mal, ils vont se foutre de ta gueule. Genre. Donc c'était une bonne expérience. C'est comme apprendre avec des enfants, c'est comme ça te remet la réalité assez rapidement là. Ça te permet de progresser. Parce que les 6 premiers mois à McGill, franchement, je comprenais rien. Ah Pas ouais. se mentir là, de parler 0 anglais à toutes tes classes en anglais là. Ça doit être fou. En plus, dans une top université comme ça, là. Top université, tu sais, on a des cours d'anatomie, physiologie la première année là. Je pense que je radais le plafond pendant 1h30, 2 heures. C'est le prof, il le voyait, là, et lui il était bilingue, il était français. Donc à la fin des cours, il me prenait une demi-heure avec moi pour m'expliquer. Ah, Ok. wow. C'était vraiment de ce côté-là de McGill que j'ai vraiment adoré, c'est qu'ils prennent le temps. Ils veulent pas que tu failles. Ok. Si tu mets les efforts, ils vont venir te prendre. Ils vont, tu sais, même lui, j'avais pas d'argent pour acheter des livres, il va me donner son propre livre. Ah ouais. C'est des gars qui sont comme les profs que j'ai eu moi en tout cas là, qui ont mis vraiment ils care et c'était comme pour moi c'était vraiment vraiment important. Et j'avais un de mes teammates aussi qui était dans ma classe, qui était un anglophone, Jesse Briggs, Ouais. qui a joué pour Winnipeg pendant 10 ans. Il était en éducation physique avec moi. Donc lui c'était comme pareil, on faisait des travaux d'équipe ensemble, il corrigeait un peu mon anglais. Donc et tu sais comme McGill avait quand même beaucoup de joueurs anglophones à cette époque-là, un peu moins que maintenant. Et ils vont t'aider. Si t'as besoin, comme c'est pour voir des travaux, des choses comme ça, comme ils m'ont pas mal aidé les premiers 6 mois, premier an. Parce que t'as le choix. Il faut savoir qu'à McGill, t'as le choix de choisir de remettre tes travaux en français Ouais. ou en anglais. En fait, dans toutes les universités anglophones au Québec, c'est-à-dire Ok. Bishop et Concordia aussi. Donc, C'est comme une loi québécoise. où tu peux le remettre. Mais moi, on m'a toujours dit, fais tout en anglais. OK. En fait, les profs m'ont dit, fais-le en anglais. Même, on va pas te corriger sur ta grammaire. Mais je vais te corriger, mais je t'enlèverai pas de points. Ouais. Ça va te faire pratiquer. Ah, nice. Parce qu'il m'a dit, tu vas le faire en français, ça va t'apporter quoi? De fou. Tu vas apprendre l'anglais. Il m'a dit, écris. Si des fois je fais trop d'erreurs, il vient me voir, il me dit, là, t'abuses. Tu comprends? Il vient me le dire. OK. Et il me dit, il voyait, tu sais, à chaque La progression. 2-3 semaines, il me dit, OK, maintenant, il y a vraiment beaucoup moins de fautes, là. Donc, c'est bien aussi parce que tu vois les progrès que tu fais et il te juge pas pour ça. Donc, il t'enlève pas de points parce que si tu te dis, OK, s'il t'enlève une point par faute de grammaire, c'est Voilà. j'ai 0 partout, là. Ouais. Donc, C'est sûr. à un moment, c'est comme ça. J'ai eu de la chance de, comme justement, mes premiers 6 mois, 1 an, d'avoir des profs vraiment compréhensifs et qui m'ont permis justement de prendre de la confiance aussi à écrire en anglais, faire des erreurs et comme, vas-y, comme, de toute façon, tu vas apprendre une langue, faut que tu la pratiques, là. À un moment, t'as pas le choix, là. Puis ça a marché, je veux pas trop aller dans le futur, mais aujourd'hui, comme on a dit, on est dans ton gym. Puis quand je viens m'entraîner, il y a des gars qui sont que anglophones, puis tu les coaches que en anglais. T'as même, je jinx, mais t'as coaché ensuite à McGill en tant que coach de football avec plein de joueurs anglophones. Donc ton pari, il a fonctionné. Exactement. Ça, c'est magnifique, je trouve. Non, c'était quelque chose. Je te dirais après ma 2e, 3e année, là, j'étais vraiment confortable en anglais parce qu'après les 2 premières années, en fait, c'était des stages de 3 semaines. Mhm. Donc c'est pas, c'est quand même assez rapide là. Ouais. Mais les années 3 et 4, c'est des stages de 7 semaines. Donc là, t'es vraiment immersé dans l'école. Ouais. Et c'est toi qui teach à 100%. Ouais. Donc là, à ce moment-là, tu peux vraiment pratiquer un peu plus là et ça te permet. C'est là que tu commences vraiment à développer un peu plus de parler anglais là. Mhm. Donc ça, c'est quelque chose qui s'est fait aussi. Je peux te dire, après 3 ans, j'étais plus confortable. Je commençais à regarder tous les films en anglais, tu sais, c'est Oui. l'oreille, des choses comme ça. Donc ça, c'est des choses qui se font. C'est drôle que tu parles des films. Moi, c'est ça, mon déclic. Moi, c'était un peu plus jeune parce que ma mère m'a mis à la garderie en anglais. Mais ça, c'est pas là que je l'ai senti vraiment. C'est quand, au milieu de mon primaire, elle trouvait que je parlais pas bien anglais, elle m'a mis à l'école bilingue. Et là, j'arrive et tous les jeunes parlent anglais à la cour d'école. Malgré que c'est une école bilingue, c'est l'anglais, la langue qui domine. Et je suis là. C'est là que je réalise, ah ouais, je suis francophone, moi. Puis, j'écoutais des films doublés en français. Ok. Comme beaucoup de Français de France. Oh, bien sûr. Et le jour où par moi-même, j'arrive pour mettre un film, je dis non, j'ai envie de mettre en anglais, c'est là que j'ai compris, ah, OK, je maîtrise l'anglais pour vouloir vraiment entendre la voix de Will Smith et non la voix de Will Smith. Tu sais, c'est là que je me suis dit, OK, le déclic s'est fait. Je vais revenir un peu à ta carrière de foot. À McGill, on a beaucoup parlé de ta carrière académique. Comment ça se passe déjà? Tu joues quelle position à l'époque? T'es D-line? Linebacker. T'es linebacker. Donc, c'est ça. La première année, 2011, j'arrive comme linebacker au camp.
Mhm. J'étais assez lourd, je te dirais. Comme moi, j'avais jamais joué du 3 essais. OK, oui, Donc, c'est je suis un autre arrivé au foot. camp à 2,25, 2,30. Là, comme, Ouais. C'est vrai bon parce qu'au backer. cégep, on joue 4 essais. 4 essais. C'est vrai. Un bon backer du 4 essais, là, tu coupes dans le gap et Exact. ça t'accorde. Là. Mais Et- comme... Donc là, je me suis rendu compte que linebacker, c'était plus des DB à ce niveau-là. Oh ouais, c'est vrai. Donc là, c'était première année, c'était apprendre vraiment le 3 essais. Ouais. Et ce qui m'a vraiment aidé, en fait, c'est on joue le premier match pré-saison contre Ottawa, chez nous. Et donc là, je passe en special team, punt return, kick-off return. Et le premier punt return que je rentre sur le terrain, là, il y a un gars, comme je te dis, je l'explose. Ouais. Je l'explose. C'est le lendemain en meeting, c'était le jeu du match. Hein. OK, nice. Et surtout pour un gars j'ai pas fait l'off-season avec eux. Donc Ouais. je venais d'arriver, si j'étais pas connu, personne me connaissait dans l'équipe. Donc le fait d'avoir fait un gros jeu, premier match, première fois que je rentre sur le terrain, je pense que ça a ouvert les yeux. Et cette année, ça m'a permis d'être en fait, d'être habillé à travers les special teams Ouais. dès ma première année. Donc c'est ça qui m'a donné en fait l'occasion d'être habillé tout de suite, c'est pouvoir jouer sur special team, parce que comme je te dis, j'étais un peu lourd pour jouer backer, un peu plus drop, Ouais. mais j'étais comme je pouvais courir, donc il y a pas de problème, je pouvais jouer sur special team. Donc la première année à McGill, c'était vraiment, je te dirais, principalement special team. OK. J'ai joué toutes les classes special team, mais c'était vraiment comme je suis rentré une fois ou deux en defense, mais c'était et le playbook c'est différent, les Ah ouais. coachs c'est tout en anglais, donc c'était un peu plus différent là. Donc ma première année, au moins, comme tu sais, t'arrives dans l'université, tu t'es habillé de la première année, tu joues, t'es sur le terrain. Puis tu joues C'est beaucoup. déjà tu joues beaucoup. Ouais, Parce c'est qu'il faut exactement. se Le special team au Canada, c'est quand même une partie très importante du jeu. Ouais, spécifiquement 3 essais. Je sais pas dire au Surtout, Canada, ouais, c'est mais ça. ouais, À au football, l'université, 3 essais. ouais. Et CFL, donc université CFL, c'est fou à quel point elle est special. Si tu joues sur toutes les teams, tu joues peut-être, et pas offense, pas defense, tu joues peut-être un tiers du match pour de vrai, là. Facile, ouais. Ouais, c'est, C'est toi, McGill. ouais. Ouais, c'est vrai que McGill, à l'époque, ça pointait beaucoup, quoi. Ça puntait beaucoup. Est-ce que tu as joué avec Charles-Antoine Sinotte? Non, il m'a coaché par contre. En 2011, quand je suis arrivé, il était coach receveur. Pas moi, personnellement, Ouais, mais il oui. coachait les receveurs en 2011 quand je suis arrivé. OK, donc il est un peu plus vieux que toi. Je pense qu'il a fini l'année d'avant ou 2 ans avant. Je pense qu'il a fini en 2010. Parce que moi, je pense que lui, il a fini l'année de la fameuse polémique que tu as mentionnée tantôt. Ça, c'était 2008, je pense. hein, Et toi, quelque t'es chose. arrivé après la polémique. 2011, ouais. Exact, OK. Mais oui, il était coach la première année. Super gars, Charles-Antoine, là. Il était vraiment. M'aider aussi, lui aussi, vu que c'était un francophone. Donc, Ouais. des Ouais. fois, quand je faisais des lettres officielles pour les bourses, choses comme ça, c'est lui qui m'aidait OK, cool. à les faire, parce que le staff, à l'époque, était plus anglophone, je te dirais. Ouais. C'était le Clint Utley qui était head coach, et c'était mon coach personnel, c'était Pat Donovan. OK, oui. Super coach, super personne, vraiment. Pareil, lui, il m'a vraiment aidé beaucoup, parce que comme il me parlait en anglais, je comprenais rien. Surtout en langage football, Ouais. c'est qu'en anglais, un coach parle vite, là. Ouais. Il me donnait des ajustements, des corrections, je comprenais rien du tout. Je faisais comme même comme je te dis à l'époque là, comme je pense la première fois que je suis venu pour une pratique à McGill, justement c'était Clint Utley le head coach. Il y avait un inside run juste pour voir comment je jouais. J'ai fait 16 reps de suite dans l'inside run. C'était un peu plus la mentalité à l'époque là, c'est voir si je peux taper des gens comme tu sais aujourd'hui tu fais ça, tu peux plus faire ça là. Non, Non. aujourd'hui, Mais impossible. j'ai fait toutes il m'a mis Mike inside run 16 reps. Ouais. On va voir comment tu joues. Aujourd'hui, je pense qu'un coach se fait renvoyer s'il Exactement. donne la 16 Donc reps ça, à c'était quelqu'un. comme, moi, j'ai déjà adoré ça parce que j'aimais ça taper des gens. Donc là, pour moi, c'était comme, tu mets un pachel là. Non, pas trop. Mais tu mets inside run 16 reps là. Je les prends tous les jours. Donc ça, c'était comme, assez spécial là. Donc ça, c'était ma première année. Donc je dis comme pas mal special team. Donc deuxième année, justement, je me suis préparé. Donc j'avais perdu peut-être un 15. J'étais rendu à 2,15 de 20. OK. OK. Donc là, j'étais comme, beaucoup plus athlétique, beaucoup plus affûté pour jouer justement du football canadien 3 essais. Mhm. Et donc là, j'étais un petit peu dans la rotation, on va dire linebacker, mais les deux gars qui étaient devant moi, le gars qui était devant moi, en fait, c'est Jesse Briggs. Ouais. Donc c'était comme un All-Star et qui a joué comme 10 ans à la CFL. Donc ça a été très dur pour moi d'aller prendre son poste là. C'est sûr. Donc j'étais encore, mais tu sais, il me faisait un peu plus rentrer situation de course, choses comme ça, parce que C'était ton on truc. donnait aussi un break à lui de temps en temps là. C'est Mhm. comme, c'était comme, donc là, je voyais un peu plus de temps de jeu en défense et toujours special team là, c'était les 4 special teams tout le temps là, comme c'est moi qui collais les punts, ces choses comme ça. C'est comme t'as plus de responsabilités sur special team et tu joues dans la défense, donc c'est quelque chose qui est comme assez bon là. Tu sais, Ouais, comme une belle j'avais progression. une bonne progression sur. Je me suis dit en plus il me reste encore 2-3 ans à jouer, donc c'est parfait pour moi. Et ensuite de ça, donc ma 3e année, donc là justement on fait des testings l'hiver, tests physiques et tout. Et je pense que dans les tests physiques j'étais plus fort que comme j'étais assez fort à ce moment-là. Là. Et il y a un gars qui me dit, OK, si tu veux start l'année prochaine, joue DN. Un des coachs, justement, qui me dit comme, tu sais, tu prends un 10-15. Parce que t'es physique, c'est comme,
je te verrais bien comme à cette position. C'est comme Ok. que tant que Jesse Briggs sera là, on va pas Ouais, ça. tu vas pas pouvoir jouer à C'est sa encore lui, place. je veux pas qu'il se blesse là, mais comme tu sais, c'est comme à part s'il se blesse, comme les chances que tu rentres vont être. Limité. Tu vas être encore dans la rotation, mais c'est. Ouais, tu vas pas être je starter. suis pas meilleur que avoir lui, tout et ton comme on va temps pas de se mentir là, comme tu sais, des fois il y a des gens qui disent ah, je joue pas parce que le coach m'aime pas, c'est pas vrai là. Comme il y a des gars qui sont bons, faut le dire là, comme le gars était meilleur que moi, il y a pas de problème avec ça là. Donc c'est des choses que comme moi ça me dérange pas, je vais prendre 15 livres, il me reste 4 mois, je vais prendre 15 livres et comme je jouais defensive end. jeu. Ok, waouh. Et j'ai commencé justement l'année 2013-2014, jouer defensive end et j'ai adoré le poste. Ok. T'as plus besoin de penser. Linebacker universitaire Le là, DN. c'est tellement de passes, et c'est tellement comme. On dirait que j'avais plus le même plaisir quand je faisais du 4 essais. Ouais. 4 essais, c'est course, passe. Tu comprends? Là, Ouais. c'est course, passe, punt, passe, punt, passe. Donc c'est comme. Course. Je sais pas, on dirait moi, j'ai jamais vraiment aimé le football à 3 essais. Ouais. Mais alors aujourd'hui, je préfère le. Moi, en tant que receveur, j'adore. Ouais, c'est différent, Ouais. mais comme. Donc, on m'a dit DN au moins, comme tu sais, t'auras de l'action et comme. Tu vas pass être beaucoup rush. dans la rotation et comme. Donc là, la dernière année, j'ai start à DN et j'étais encore un peu sur les special teams, donc c'était comme. Ok. Non, c'était une bonne progression, on va dire, sur mes. Tu sais, je suis quand même satisfait de où je suis parti à où je suis arrivé. 100%. Et donc là, 4e année, je me prépare comme un malade pour 2014, justement. Et on nous apprend en juin qu'on pourra pas jouer. Oh, waouh, pourquoi? Il venait de passer une règle d'âge à 25 ans. Ah oui, ok. Qui prenait et on Effet. était 4 donc et l'âge aussi Oui. on était 4-5 joueurs de McGill on nous l'a appris comme c'est vraiment tard dans l'off season, donc on avait fait tout l'off season avec les gars et en juin on te dit que ouais, pour toi le football c'est fini, En juin, en plus. Ta carrière est finie, ça y est. c'est comme du jour au lendemain comme ça là, donc ça c'était vraiment difficile, surtout que j'avais Ronald Hiller justement venait d'arriver dans le Ok. coaching staff et j'avais fait un camp avec lui et c'était lui le coach de D-line justement. Ok. Et en j'avais plus. adoré comme c'est les points. Parce que l'année d'avant, on n'avait pas vraiment de coach de D-line. Ouais. Donc c'était le coach special team qui s'occupait de la D-line. Mhm. Mais tu connais, le coach special team, il va faire 90% special team, 10% avec. Donc il nous disait aller faire des bagues, aller faire ci, aller faire ça. Mais on n'a pas vraiment de. J'avais jamais été coaché techniquement justement pour Ok. jouer D-line. Alors que Ronald Diner, c'est un spécialiste de la Alors que j'ai D-line. passé une semaine avec lui et j'ai appris plus que j'en avais une année avant. là. Waouh. Let's go. Et j'avais adoré le vibe, c'est comme comment il jouait, l'agressivité, c'était vraiment comme, ok, là, cette année, je vais vraiment m'amuser, là, ça va être fou, là. Et là, finalement, on te dit comme, tu peux plus jouer. Fini. Donc là, c'était assez dur, c'était ma 3e année à l'école. Donc moi, je pensais repartir en France, j'étais comme, ok, c'est si je suis au Canada pour le football. On prend tous les sacrifices que je fais, ma famille, mes potes, là, c'est pour le football principalement. Donc je m'en fous de graduer d'ici, là, comme moi, pour moi, je rentre en France, là. OK. Et justement, à ce moment-là, Ron, il m'a dit, OK, deal avec toi, là. Tu vas venir m'aider à coacher la D-line. Donc, tu vas être mon assistant à D-line coach. Je veux que tu gradues. Je veux que tu finisses ton diplôme. L'année prochaine, si tu veux rentrer en France, je m'en fous. Mais au moins, tu auras gradué de McGill. Cool. Et en même temps, tu sais, j'étais avec l'équipe de France. Donc, j'étais parti l'été, on avait fait le championnat d'Europe en Autriche. Donc, en même temps, j'avais encore du football à ce moment-là. Ouais. Donc, Ouais. c'était, tu Au comprends, moins. j'avais fait les camps avec l'équipe de France. L'été, j'avais En le France, tu championnat jouais d'Europe. quoi avec l'équipe de France? tu jouais- Linebacker. Linebacker, Ouais, ok. Il m'a remis linebacker. Tu jouais Mike, hein? Mike, Ouais, ouais. ouais. Il m'a Est-ce remis- que l'équipe de France payait tes déplacements? Ouais. Maintenant, À ils font- l'époque, il y avait l'époque, des ils le c'était font plus, quoi. notre head coach, c'était Larry Lego, que tu dois très bien Ouais. connaître. Ouais, un peu des fois. Donc c'est lui vraiment qui nous avait contacté justement. Je pense moi c'était en 2011-2012. T'es comme ça. 2011-2012. Donc et il ramenait tous les ans 3-4 Canadiens qui jouaient dans le RSEQ en fait. Et à l'époque justement je partais moi souvent avec Boris Bédé, le kicker. Ok. On partait ensemble. Il y avait Chris Nzedjo aussi, le carabin. 3-4 Français qui jouent au Canada. Pas de Ouais, toi. RSEQ. Ouais, ouais. RSEQ. Ouais, non, parce que t'as dit 3-4 Canadiens. Non, 3-4 Français, ouais. Ouais, c'est 3-4 là, ils font- Français. Il y avait des Canadiens dans l'équipe Ah, de ouais, France. ouais, ok. je te dis ça. Et on a eu Guillaume Rioux là, pour le championnat d'Europe. Donc Jure? qui a la double nationalité. Ouais. Ah, double nationalité, ça va, Ah, ok. ok. Donc lui, il a joué. Je pensais qu'il y avait un il a fait le glitch. championnat d'Europe avec nous d'ailleurs, Guillaume Rioux en 2014. Ok. Donc c'était quand même. Donc je continuais à me préparer. Tu sais, quand en juin j'ai appris, j'ai continué à me préparer parce que j'avais quand même une compétition. Mais je vais te dire, c'était dur. C'est surtout quand t'as des attentes là. Tu fais un bon off-season, t'as un gros camp, t'as un nouveau coach, comme tout était comme parfait. Et du jour au lendemain, on te dit finalement, surtout qu'il y a des gars de Laval qui ont réussi à jouer. Et tu te dis parce que vu que c'est McGill, sûrement Ouais, que le ils head coach ont- a pas fait l'effort ou comme. Ouais, Tu sais, tu c'est commences pas à qui t'aimer, blâmer, mais tu ouais, peux te shit. dire comme. C'est pas Glenn Constantin. Pourquoi la quoi. règle passe pour certains, passe pas pour d'autres, c'est. Et tu sais, c'était quoi qui avait
été utilisé comme exception à Laval? Ah. À ce moment-là, je voulais pas le Glenn savoir. Constantin. Ouais. il a fait quelque chose. Ouais, c'est voulais sûr, il pas- a étudié tous les trucs. Ah non, The c'était... goat. Tout lu. Ouais. Il a Mais dit non, il y a une c'était faille. fou parce que c'était... Ouais, non, ça devait être tellement frustrant. C'est frustrant, mais finalement, tu sais, je suis resté et après, c'est comme ça que je suis tombé dans le coaching de football justement avec, Mhm. avec Luan j'ai transitionné assez vite, donc j'ai jamais eu de période morte où j'ai rien fait. Justement, ça m'a gardé dans le monde du football et c'était comme, c'était assez intéressant. C'est un différent point de vue, mais c'est pas la même chose que jouer là, on va pas se mentir. Ben C'est oui, comme- Ça te manque là maintenant le foot? Est-ce que des fois tu te dis ah Ben oui, une go- petite année civile? Gordo va faire Team Canada Senior. Je l'annonce sur le podcast. Ok. Gordo a la citoyenneté canadienne. C'est la citoyenneté. Ouais, j'ai soigné. Ouais, c'est un Ok. citoyen canadien maintenant. Et donc, il va faire Team Canada Senior qui relance pour la première fois depuis 2011. Right, Gordo? Archi. C'est très stylé. J'essaie de le convaincre depuis un mois, là. Le football, c'est fini. C'est dur, oui et non, parce que tu sais, comme, on va dire le football, surtout dans des positions comme ça, t'as beaucoup de blessures. Ouais. Comme moi, j'avais eu les deux genoux, les épaules. Ok, Mon dos wow. était déjà foutu. Quand je travaillais en pâtisserie, je m'étais déjà beaucoup de problèmes de dos. Ah Ok. ouais. C'est Donc, physique, c'est comme- travailler en pâtisserie. Ouais, bah, t'as 14 ans, ils te font lever des sacs de 50 kilos de farine. Donc, Ouais, ouais. surtout quand t'es l'apprenti, là, c'est comme, Ouais, ramasse. ok, va chercher, tu comprends. Donc, c'était comme, Et après, une fois que je suis tombé dans le coaching, j'ai dit, ok, tu sais, j'ai continué à jouer en France, 1 an ou 2 ans en France, mais après, je me suis dit, ok, maintenant, je veux vraiment comme, je voulais passer le NSA, CSCS, justement, que Exact. je parlais tout à l'heure. Et je me suis dit, ok, je commence à arriver à 26, 27, 28 ans. Je me suis dit, ok, c'est le temps que je fasse mon deuil de ça, là, et que comme, coacher, c'est bien. Le temps que j'ai à côté, je peux vraiment comme faire ce que je veux maintenant, comme être vraiment entraîneur. Donc, je vais pouvoir aller chercher, et je voulais travailler, si j'ai beaucoup voyagé aux États-Unis, faire des formations, des choses comme ça. Donc, je suis toujours resté dans le monde du football, en certaines sortes. Et en même temps, je faisais ce que j'aimais aussi sur Exact. le côté et que les deux allaient se rejoindre un moment à un autre. Donc, pour moi, c'était juste comme la suite logique, genre. OK. C'est jamais été tenté d'aller jouer dans des ligues civiles, dans des trucs. Pour moi, c'est comme, soit tu joues à universitaire, après, soit t'as pro, Soit t'arrêtes, Pour genre. moi, c'est comme, Ok. c'est comme garder là aussi. J'aurais pu peut-être rentrer jouer en France ou Ouais, c'est Météor, ça. c'est ça des fait équipes, choses comme ça, là. Les options. Mais avec mon truc professionnel du moment, comme toutes mes formations étaient aux États-Unis et au Canada, je dis, est-ce que je veux vraiment sacrifier une année d'études, tu sais, comme pour aller rejouer une année en France, là? Ça vaut pas le coup. Ça vaut pas vraiment la peine, là. De fou. Et du coup, t'es parti te former aux États-Unis un peu, genre direct après ton diplôme? Non, donc après, justement, donc là, j'ai coaché 2015, donc j'ai commencé à 2014, j'ai commencé à coacher à McGill. Ok. Et à côté, je commençais à travailler un peu dans les gyms, donc je travaillais au Nautilus un peu, tu sais, des petits gyms Ouais. juste pour te faire la main, choses comme ça. Et c'était assez bien payé à l'époque, c'était du $25 de l'heure, donc ce qui était comme, tu sais, Mhm. pendant longtemps, j'ai fait de la sécurité. Ok. J'étais payé 15, $17 de l'heure et... À l'époque, mon Dieu. Maintenant, ils sont mieux payés. Oh, non, mais si tu te faisais chier, là, on va pas se mentir, là. Ouais. Donc là, tu t'entraînes et tu fais $25 de l'heure. Ouais. C'est pas une mauvaise chose. Et vu qu'avec Ron, on s'entendait super bien, tu sais, à partir de 2016, j'ai commencé à être strength coach à McGill, en fait. Ok. Donc j'étais en charge, et ça, c'était comme la meilleure. Quand tu passes 12 mois par année avec les gars, là, il y a rien de plus. Comme, tu les entraînes, tu les vois jouer, je pense que c'est le meilleur feeling que tu peux avoir, c'est ça, là. Parce que souvent, les coachs de foot, c'est ce qu'ils se rendent pas compte, c'est qu'ils passent 4 mois avec leurs joueurs. Et que pendant les 8 mois, tu sais, ils les voient très peu. Ouais. Le fait d'être strength coach, tu vois tes joueurs toute l'année. Si t'as une position en plus, tu vois, si tu fais strength coach et coach d'une position, Ouais. bah, tu vas voir tes gars pendant 12 mois. Ouais. Et pour moi, ça a toujours été comme, tu sais, la connexion avec tes joueurs. Je pense que c'est quelque chose que je mets beaucoup l'emphase depuis cette époque-là, là. Et c'était incroyable. Surtout quand t'es strength coach, tu traînes toutes les positions. Ouais. Donc, tu voyais les programmes, les gars étaient super satisfaits. Sur le terrain, c'était vraiment comme, performant et comme c'était, bah, c'est là que j'ai un peu comme, on va dire, testé. OK. Ok. Il y a pas meilleure chose que d'avoir un groupe de cobayes de 80 gars qui sont des terres et qui veulent faire, et qui te croient, et qui croient en toi, en fait. Ouais. Donc, parce que c'est ça vraiment là, comme tu sais, comme tu fais des programmes, faut que les gars ils y croient parce que sinon s'ils commencent à À douter de tout. douter ou des choses comme ça, c'est là que c'est Et on l'a tous déjà vu dans des équipes de foot, là. Ça prend 10 gars vocaux qui croient pas au strength coach. ouais, Et là, ça crée le doute, il est contagieux. Ouais. c'est ça qui est et c'est ça qui était super pour moi, c'est que tu sais après je suis parti justement en Floride à Beaumarito. Mhm. Wow. Donc là, c'est là que j'avais fait comme ma formation. Donc, c'est en 2 niveaux. Beaumarito, c'est le premier niveau, tu le fais en ligne. Ok. C'est comme après une 15-20 d'heures de vidéos que tu as un examen. Et le deuxième, c'est juste sur place. Tu peux pas le faire en ligne. Il faut vraiment que tu ailles 1 semaine ou 2 semaines en Floride, là. Est-ce que tu peux expliquer vite fait pour ceux qui savent pas c'est quoi Beaumarito, c'est quoi en général là? Beaumarito, c'était un peu comme,
le gars qui préparait les athlètes combine aux États-Unis, donc qui vont NCAA, qui vont essayer d'aller jouer en NFL là. Exactement. Et en Floride à cette époque-là, c'est lui vraiment son nom là quand tu regardais comme préparation combine, c'était lui qui sortait. C'était la référence. C'était la référence là, comme tu sais, il avait tous les gars du Miami Heat, il avait beaucoup de sports, il a du baseball et comme tu sais, c'était un peu comme ce qu'il faisait, c'était un peu un rêve de OK, moi je veux avoir ça plus tard. Ouais, tu comprends, quand exact. je voyais comme le gym comment c'était fait, comme comment il gérait avec les athlètes. Donc je voulais aller voir sur place et juste voir, c'est comme t'as pas de meilleure façon d'apprendre, c'est que d'aller sur place là. Et dans ton cas, c'est quoi? Il offrait des formations pour d'autres strength coach? Comment ça? Non, c'est tu payes. OK. Je pense que c'est 2000 ou quelque chose comme ça. Wow. C'est tout ce qui est formation, les bonnes formations d'entraînement là, faut que tu payes là. OK. Il y a pas de Donc, en plus d'entraîner les C'est un gars, il offrait investissement. ce service de formation. Ouais, Bob Marito. ça, en fait, il faisait du tutorat pendant 10 jours, il tutorat. reste avec toi. Et en fait, il te montre comment il coach. Ouais. Et là-bas, le pire, là, c'est que tu fais tous les entraînements. Oh, Il veut wow. que tu les vives. Normal. Mais tu fais 6 entraînements par jour. Ouais. Non, c'est smart, ça. C'est comme il dit, comme il n'y a pas de meilleure façon de le faire, de l'apprendre que de le faire. Ouais. Donc, tu faisais la prep qu'on fait ici, là. Ouais. Ça, je le faisais comme 8 fois par jour. Le truc qu'on fait avant les courses, c'est comme, et il dit, OK, comme ça, tu vas l'apprendre et tu vas le savoir. Tu vois, jusqu'à jour d'aujourd'hui, je la connais par cœur. Donc, ça marche, là. Ouais. Mais c'est ça, tu sais, on faisait un entraînement avec groupe de baseball. Donc, un peu voir comment tu travailles avec des athlètes qui sont un peu plus comme du hover throw, choses comme ça. Ouais, rotational. On faisait avec des joueurs de basket. Après, on avait des joueurs de foot. Donc, c'était comme les séances dans la piscine. On faisait tout avec lui. Et on avait comme une journée comme ça. Une journée, on était tous avec lui, on le suivait. Là, tu prenais des notes, tu posais des questions. Et c'était comme, non, c'était, je pense que j'ai plus appris en 2 semaines là-bas que j'ai appris à 4 ans avec les livres de McGill. C'est fou. Wow. Un jour, c'est ça que les gens se rendent pas compte. Tu peux avoir étudié en kin, en éducation physique, là. À la fin de la journée, vous avez tous le même knowledge. Qu'est-ce que tu vas en faire après? Ouais. Ou qui est-ce que tu vas prendre comme mentor? Qu'est-ce que tu vas aller comme chercher pour voir qu'est-ce qu'il fait? Si tu vois quelqu'un que t'aimes bien ce qu'il fait, là, va essayer d'aller le voir pour prendre de l'information, voir comment il travaille avec ses athlètes. En plus, je veux dire, du côté tu sais, entraînement sur le papier, c'est comme tout le monde ce qu'il fait là. C'est pas différent. Et Ouais. comment il gère ses athlètes, comment il parle à ses athlètes, comment il deal avec ses athlètes. Ok. C'est des gars qui ont tous des contrats à 30 millions. Là. Ouais. Tu comprends? Donc lui, comme il prend aucune chance, s'il blesse un gars, C'est finito. c'est ça que je veux te dire. C'est comme comment tu deals justement avec des athlètes un peu plus professionnels. Ouais. Et il a tout. Il a des athlètes un peu plus jeunes. Comment il deal avec les plus jeunes. Donc ça m'a permis de voir un peu comme tu sais les transitions entre certains groupes d'âge. Comment tu peux parler à des athlètes de 15-16 ans? Comment tu peux parler à des athlètes de 20 ans? Comment tu vas parler avec des athlètes professionnels? Et nous, on disait comme, soyez pas gênés, les athlètes professionnels, vous leur parlez. N'ayez pas peur d'eux. Ils vont Ouais. vous écouter. Ils savent que vous êtes là avec moi. Ils me font confiance à moi. Ils font confiance à vous. Donc, allez-y, donnez-lui des conseils. Donnez-lui comme, qu'est-ce que tu penses, là? C'est comme moi, je lui montrais justement les programmes que je faisais à McGill. Mhm. Et on a pris 2-3 heures, on s'est assis ensemble et il a décortiqué tous les programmes que je faisais. Wow. Ok, moi, je ferais ça et ça. Moi, je mettrais plus ça ici. Moi, je changerais ça jour 1 au jour 2. Tu sais, il prend le temps. Et il dit comme, ok, comme quand il a vu ce que j'avais fait, il me dit, ah, c'est, pour ton niveau, là, il me dit, c'est fucking nice ce que tu fais pour ces gars-là, genre. Let's C'est go. comme, c'est vraiment le sens du détail pointilleux à ça. C'est comme, et après, tu continues à apprendre. Et après, tu sais, comme pour moi, aux États-Unis, c'était vraiment là où je voulais prendre mon information, là. OK. Donc, ensuite de ça, j'ai fait beaucoup de certifications aussi avec NSCA, qui était à Washington, un peu plus de place. Et une semaine, c'est de temps en temps, avec tous les strength coach, justement, universitaires. Donc là, tu avais le strength coach d'Alabama, le strength coach de LSU. Donc un peu Oh, plus wow. parler, tu sais, c'est comme si du networking, là. Ouais. De fou. Mais ils sont disponibles pour toi une semaine. Ouais. Donc tu vas manger, à côté de toi, tu as le coach d'Alabama qui mange. Ouais, là, t'as tu une petite comprends? question sur. Non, mais les gens savent pas, mais les coachs, comme les strength coachs, là, on adore parler. Pour nous, c'est une passion. Ouais. Donc tu vas venir, il y a un gars dans le couloir ici, il va venir me parler d'entraînement, je vais prendre 1 heure, je vais parler avec lui, là, Ouais, parce t'es- que c'est ma passion. On prend, mais ils pensent les gens, ah, mais vu que tu sais, vu que c'est pas on fait peur là, mais comme tu sais, comme les Oui. strength coachs, ils ont toujours une Ouais, il y a- caractère différent, tu comprends? Il y a la Donc, c'est légende comme- derrière le strength coach. Exactement. Donc les gens ils ont toujours peur de t'approcher ou de venir demander des conseils ou des choses comme ça là. Mais comme si tu viens me parler d'entraînement, là, je peux parler avec 1 heure. Si tu viens me parler d'autre chose là, au bout de 2 minutes, j'ai te foutre dehors là. Mais comme c'est comme moi, ça me fait plaisir de parler de ça. Donc c'est comme tu sais, c'est des fois t'en parles avec d'autres personnes, ils sont ah ouais, c'est comme c'est facile. Pour moi c'est donc c'est ça qui est vraiment cool de ces choses aux États-Unis, c'est que vraiment tu peux t'es avec les meilleurs des meilleurs et tu prends de l'information d'eux et ils sont pas gênés de te la donner. Ça, c'est cool. Moi, C'est ça qui est vraiment cool. J'étais curieux de savoir, tu parlais des techniques que tu as pu voir et apprendre pour comment parler à des athlètes et tout. Est-ce qu'il y a des trucs dont tu te souviens encore, des petits trucs, même des techniques d'entraînement qui fait que tu utilises encore maintenant Beaucoup, je te dirais, c'est en termes de, tu sais, de feedback. OK. Ok, Comment tu vas donner des conseils à des athlètes. ok. Et ils disent toujours comme leur donner le moins possible au début.
Parce que dès que tu donnes 2-3 conseils, c'est fini, tu le perds ton athlète. Donc, focus Ok. juste sur une chose à la fois. Comme quand on coach l'haltéro ici, si tu vas voir, quand je coach l'haltéro avec les gars, je leur dis toujours une chose. Ok. Ok, là, comme, pense juste à ça. Parce que dès que tu vas dire, ok, corrige tes pieds, ok, finis ton pull, ok, passe tes coudes en dessous, là, C'est t'as trop. perdu ton athlète. Ok. Plus t'es jeune, plus là encore, même un Q, ça se peut que ce soit dur pour eux. OK. Ok. Donc, c'est là qu'il faut, comme, même les pros, des fois, je vais leur donner 2 Qs, ils vont être confus. Ok. Donc, des fois, c'est d'être comme précis, bref. Il faut que le cues adapte à la personne que tu donnes. Ok, si on va dire un pro, je lui dis lève tes coudes, punch tes coudes quand tu finis ton clean, il va le faire. Est-ce qu'un kid de 15 ans, 16 ans, il comprend la même chose? Mhm. Punch tes coudes, pour lui, ça veut dire quoi? Mhm. Donc, il va finir comme ça, tu comprends, plutôt que d'avenir comme ici. Donc, des fois, c'est juste comme simplifier le langage quand t'es avec des plus jeunes Mhm. et avec des gars qui ont de l'expérience, comme mes pros, je peux leur dire, et eux, ils sont entraînés pendant comme 8-10 ans, donc ils comprennent, tu comprends. Mais c'est vraiment simplifier le langage. Et des fois, c'est des choses tout simples, genre. C'est vraiment sur un squat, tu dis pousse tes genoux à l'extérieur. Ça devient naturel. Ouais. Je veux dire, ça, un kid, il va commencer à lever ses talons. Ouais, Non, mais je t'ai ouais. pas dit de lever tes talons. Ah, mais pour lever, mais tu comprends? Donc, faut vraiment que tu sois vraiment comme très spécifique et tu pointes une chose en particulier. Ouais. Et tu corriges toujours ce qui est le plus dangereux. Ok. Donc, on va dire, quelqu'un qui fait un clean et que tu vois qu'à chaque fois ses talons lèvent, bah, qu'il est sur son genou. Ouais. Ok. Et même si son dos, ses bras sont tout croches, sa tête, tu vas juste corriger ses pieds en premier. Une fois Ok. que ses pieds, tu vas toujours aller du plus dangereux au petit conseil qui va faire la différence plus tard, là, mais comme Ok. tu essaies vraiment de décortiquer le plus possible. Et des fois, tu commences, c'est comme, j'ai des gars de 16 ans, ils ont travaillé 2 semaines, 3 semaines avec un bâton. Oh wow. C'est frustrant, mais c'est ce qu'ils ont besoin. Ouais. Si t'es pas capable de le faire avec un bâton, je vais pas te mettre 20 kilos sur le dos parce que c'est là que tu vas te blesser. On C'est prend, et sûr. des fois, c'est comme, j'ai plusieurs jeunes, il y a un Quick-Up, là, qui est arrivé cette année, là. Il a fait des squats pendant peut-être 6 semaines avec un kettlebell et des deadlifts 6 semaines avec un bâton. Parce qu'il était aucunement de faire les deux. Et maintenant, ses squats et ses deadlifts sont parfaits. Ok. Mais c'est juste être patient et c'est comme, pareil, si le kid, tu vas lui dire, ok, si tu fais ça, c'est dangereux. Si tu l'expliques pourquoi tu le fais faire ça. Parce que lui, il voit son ami, il fait des bar squats avec une plate. Ouais. Et là, il y a Lui, il est l'ego. rendu avec un kettlebell de 10 livres ici. Et il regarde, il dit, et pourquoi moi je fais ça? Et c'est là que c'est important d'être bon en tant que coach, de venir comme rassurer le kid, lui dire, ok, c'est parce que pour l'instant, t'es juste comme pas encore capable de faire ça. 3 mois, dans 6 semaines, tu vas faire ça. Et dans 6 semaines, quand tu lui mets la barre sur le dos et qu'il le fait, il te dit merci. Parce Ouais. que c'est juste comme, tu veux pas le blesser, tu comprends? C'est comme, c'est des choses comme naturelles, mais faut pas non plus que tu lui dises dans une semaine, tu vas squatter avec la barre. Ouais. Non, pas, ok, jeune. Dis-lui la vérité. Dis-lui pour toi, moi, je lui dis, ça peut prendre 2 semaines, ça peut prendre 4 semaines, ça peut prendre 6 semaines, ça dépend de toi. Une fois que ta forme est bonne, je te mets là. Tant qu'elle est pas bonne, tu restes ici. Et là, lui, il va mettre plus d'efforts à faire bien le mouvement parce qu'il dit, et là, à chaque fois, il me regarde, c'est bon, là? Ah non, tu as ton dos. Et tu vois, il va mettre l'effort de le faire. Contrairement à le mettre trop tôt avec une barre et qu'il est pas capable, c'est juste qu'après 2-3 mois, il va se blesser et c'est pas ce que tu veux. Ouais. Ça serait bête. Quand est-ce que parfois tu refuses des jeunes parce que tu vois que non, ta base n'est pas assez établie pour travailler ici ou qu'il y a depuis que tu as ce gym, tu te dis toujours que tu es capable d'amener le jeune à être Jamais. Moi, je te dirais, je préfère travailler avec un jeune qui a 0 technique OK. qu'avec un gars qui arrive universitaire et que ses techniques sont dégueulasses. Et qui veut pas changer. Non, pas qu'il veut pas changer. C'est que ça fait 4 ans qu'il a appris une mauvaise technique. C'est beaucoup plus dur pour moi à le changer. OK. Un gars qui arrive avec 0 technique, là, c'est parfait pour moi. OK. J'adore ça. Parce que c'est moi qui vais le build-up de 0. Tu comprends? Donc, je vais pouvoir exactement lui enseigner ce que je veux qu'il apprenne et de la bonne façon la première fois. Ouais. Et ça va rester beaucoup plus longtemps qu'un gars qui est venu pendant 4 ans, qui a fait un squat tout croche. C'est beaucoup plus dur à changer. Ok. C'est beaucoup, beaucoup plus dur à changer. Donc, comme je te dirais, comme Quick-Up, là, qui est venu cette année, là. Mhm. Lui, aujourd'hui, comme tu vois, tous ses livres commencent à monter en poids facilement. Et sa technique, pareil, est toujours bonne. Mhm. Alors que si je l'aurais mis, par exemple, sur une barre au début, bah, c'est peu que pour lui, ça aurait été comme très, très compliqué qu'aujourd'hui, comme peut-être, il serait toujours pas capable de faire les poids qu'il fait actuellement. Donc, des fois, c'est mieux d'avoir quelqu'un, même en haltéro, je préfère toujours avoir en haltéro quelqu'un qui a jamais fait d'haltéro, Mhm. parce que je peux vraiment lui apprendre de 0. Contrairement à quelqu'un qui a fait de l'haltéro, bah, comme vous voyez, vous, les gars de Biou, là, quand vous arrivez, vous faites tous du incline, parce que c'est ce que vous avez appris. Donc après, c'est dur pour moi de, ok, maintenant, on va partir du sol, maintenant, on va partir du box. Ouais. Ah, mais je suis pas confortable parce qu'à Biou, je fais du incline. Ouais. Donc, c'est une technique que tu as appris et que ça fait 2 ans, 3 ans que tu fais. Ouais. Donc, c'est beaucoup plus dur pour moi de, toi, changer ta technique et te faire comprendre qu'on va travailler 2 mois plus léger parce qu'il faut que tu retravailles ta technique. Exact. Contrairement à un kid qu'on n'a jamais fait et que lui, je lui dis, pas de problème, on va le faire avec le bâton pendant 2 semaines. Ouais. Il s'en fout, il a jamais fait de clean de sa vie. Ouais, dans tous ouais. les cas. Donc, même travailler avec un bâton, pour lui, il transpire. Quand tu fais quelque chose qui est technique, même avec un bâton, il transpire. Ouais. Parce que c'est dur pour sa tête à comprendre le mouvement.
Et des fois, tu transpires plus avec comme les jeunes qui commencent, là, ils font 20 minutes de bâton, là. Ouais. Ils transpirent comme s'ils avaient fait comme 1 heure de cardio, genre. Ouais. Parce que juste, ils ont utilisé comme, tu sais, nervous system pour travailler, genre. Et c'est ça qui est le plus dur, des fois. Est-ce que t'as un exercice préféré? L'haltéro pour moi, là. Ouais, Le ok. snatch. C'est vrai, c'est ta première fois ici, mais Gordo, bro, quand il s'entraîne, il fait genre. Il fait comme 17 de snatch, bro. T'es là, what the fuck? Puis là, il y a Norman qui s'entraîne avec toi, c'est ça? Norman est avec moi en ce moment. Voir Gordo et Norman s'entraîner, comment dire ça? Je souhaite passer à mon pire ennemi. Ok. Genre, l'entraînement a l'air ignoble. Genre, Ah ouais, ok. les gars, c'est dessus. C'est le meilleur plaisir. Non, moi, je suis, en fait, en termes d'entraînement, c'est personnel. Pendant longtemps, j'ai continué à faire les programmes de foot. En fait, ce que moi, je testais les programmes de foot avant que les gars le fassent. OK. Donc, souvent, à McGill, ce que je faisais, c'est que je faisais la prochaine phase avant que la fasse. Avant, ok, Je voulais tester un peu, tu sais, voir le rythme de la séance, comment ça, les rotations, choses comme ça. Donc, juste un peu pour voir, là. J'ai toujours une bonne, tu sais, je me suis toujours entraîné, donc j'ai pas eu de problème à continuer là. Et une fois que j'ai ouvert ici, en fait, là, l'haltéro, j'ai toujours aimé ça quand je joue au foot. Et j'ai dit, OK, pour me garder motivé, là, je vais faire l'haltéro. Et mon but, ce serait de compétitionner éventuellement prochainement, là. Donc, c'est Ah comme, ouais? Ok, cool. c'est Ok, pour cool. ça que j'avais fait les passeports, justement, canadiens pour pouvoir compétitionner en Amérique du Nord, ce qui est plus simple, là. Ok. C'est juste que c'est le temps en ce moment un peu comme tu sais j'ai une personne que je voudrais m'entraîner avec mais c'est le soir donc là je suis en train de voir ça pour justement faire ça cet hiver un peu plus là. OK. Mais le but c'est ça serait éventuellement de compétitionner c'est même à un petit niveau ici mais juste pour Ouais, pour tester. avoir le plaisir de s'entraîner pour quelque chose tu pour comprends quelque donc chose dans le but, ouais. et ça fait ça va faire 2-3 ans maintenant que je fais de l'haltéro 5-6 jours semaine et Bro, Oh, wow. ah, c'est quelque chose à voir. c'est pour moi c'est un sport c'est tout c'est vraiment de la patience de la technique de la force donc c'est quelque chose tu peux pas être bon si t'en fais pas beaucoup tu C'est comprends sûr. donc c'est vraiment cool comme mouvement et comme sport. Gordo, tu l'as mentionné quand j'ai ouvert ici. T'as dit quand j'ai ouvert ici, j'ai commencé à. Est-ce que tu peux nous parler de cette vision que tu avais pour Gordo Performance puis comment ça a commencé? Parce que j'ai un peu. Je connais un peu l'histoire, mais c'est une vraie histoire, là. Bah, l'histoire, c'est qu'en fait, j'entraînais beaucoup de gars déjà après McGill, en fait. Ce qui s'est passé, en fait, à McGill, quand j'ai fini en 2017, en fait, quand j'ai gradué de l'école en 2015, Ouais. ce qui t'offre ici, c'est un permis de travail post-diplôme qui est 3 ans. Ok. Donc, pendant 3 ans, tu peux travailler où tu veux, permis ouvert. Donc, je pouvais travailler à McGill, à Nautilus, un peu partout. Le problème, c'est que je voulais faire ma résidence permanente en suivant ça. Les délais à l'époque, c'était 2 ans, 3 ans. Ok. Donc, pendant une année, je me serais retrouvé sans papier, en fait. Ok. Donc là, je suis parti voir Ron et je lui ai dit, OK, moi, je veux bien continuer à faire strength coach et coach. C'est les positions là. Mais il faudrait que tu m'offres un contrat pour 1 an pour que j'ai un permis de travail, en fait. Et là, j'adore Ron, là, mais tout ce qui est administratif, là, ça commençait à bégayer. Je voyais que la date approchait, là. Le jour d'après, je suis parti voir Nautilus. J'ai dit, est-ce que vous pouvez m'obtenir un permis de travail pour 1 an? Mais c'est des permis de travail fermés, donc Ouais. juste Ouais. travailler pour eux, Pour Ouais. un employeur, ouais. pour un employeur. Donc Il là, doit j'ai eu mon permis. justifier pourquoi il prend toi plus qu'un autre Canadien. C'est Exactement. chiant, gros. C'est Ouais, très chiant. c'est hein, chiant. Si tu peux travailler, si tu te fais virer, il faut que tu rentres en France, on va dire. Si Ouais, on peut c'est te fou, virer, donc c'est c'est fou. comme. Ouais, t'es dépendant d'eux. T'es un C'est peu fou. dépendant, là. C'est de la merde. Mais tu sais, j'ai demandé le lundi, le mercredi, j'avais mon papier là. Oh, Donc wow. avec eux, c'était comme, tu sais, ils voulaient vraiment me garder, donc eux, c'était facile. Donc à ce moment-là, je pouvais plus travailler à McGill en tant que strength coach Mhm. parce que techniquement, j'avais pas le droit. Ouais. Parce que j'avais juste un permis de travail fermé. Donc ça, c'était la faute de Ron. Je pense qu'il le regrette encore jusqu'à ce jour-là. Ouais. Ensuite de ça, donc ça, c'était en 2017, 2018 dans cela. Et là, donc là, moi, je continue à entraîner les gars de McGill, mais comme un peu plus comme c'est En différent. dessous de la là, table. non, bah, ils venaient comme parce que j'ai toujours les gars, c'est comme je les ai eu comme strength coach pendant 3 ans, ils voulaient pas d'autres strength coach. Et Ouais, comme- ouais. Quand tu trustes quelqu'un en Ouais. entraînement là, souvent tu restes avec la même personne. Donc C'est je vrai. continuais à les entraîner à droite, à gauche, notamment Maxime Rouillère qui était comme un de mes joueurs. Comme j'ai fait sa visite, son recrutement de Jonquière à McGill là, donc c'est vraiment comme un jeune que j'adorais à ce moment-là. Qui joue aujourd'hui, un Français qui joue aujourd'hui au BC Lions. Au en BC CFL. BC Lions, Lions, Il est exactement. passé par le LF. Il vient des. Je vais l'avoir. Pigargue De 3. de 3. Et Pigargue de Troyes, Exactement. exactement. Pigargue de Troyes. Et après Jonquière. Mais lui, quand j'ai fait sa visite, je pensais que c'était un Québécois. Ah Ok. ouais? Ah Ouais, vraiment, ouais, un ouais. campagnard. Il est venu, il parlait un peu. Apparemment, Mais- Max, quand il était même à McGill et tout, il était Ouais. Ah, même Greg, hein. bien influencé Son québécois. bon ami Grégoire Noël, là, Ouais. je l'expose aujourd'hui, qui est strength coach à Missouri State. Elle aussi il est passé par les Pigardes de Troyes, puis il a notamment été mon coach à Bishop. Ouais. Et on a vécu ensemble, c'était mon coloc. Et quand je l'ai rencontré la première fois, il parlait de même, le gros. J'ai comme, what the fuck? Je dis, oh, t'es pas français? Il dit oui. Je suis comme, quoi? Il y avait plus un accent kebs que moi. Après, ça s'est réglé vite fait. Ouais, ouais. Je sais, là, il est pas content que je vienne dire ça, mais c'est la vérité.
Donc c'est ça, c'est lui, j'avais fait, c'était la première année qu'il faisait les CFL Global Combine. Ouais. 2019. 8, de 18 à 19. 18-19, ouais. C'est ça. Donc là, lui, il m'a dit, OK, c'est sûr que je fais ma prep avec toi. Donc là, à l'époque, lui, en plus, il était pareil comme moi en éducation physique, donc il faisait ses stages. Ok. Donc moi, je l'entraînais au Nautilus à 6h du matin tous les jours. Et on courait à droite, à gauche. On allait sur différents fils, on allait sur le track and field et tout. Et comme... non, cette année-là, c'était fou parce que je dis, lui, qu'il enseignait à 8h, il s'entraînait avec moi à 6h du matin. On criait comme des malades. Dans le Nautilus, c'est que des gens de 40-50 ans. Là. Donc on avait une salle spéciale en bas où je peux emmener des gens que j'entraînais. Normalement, je n'avais pas le droit, mais là que j'emmenais Max tous les matins. Ah ouais, Nautilus, ok, cool. J'avais une salle privée comme où je faisais des entraînements privés avec des joueurs, mais je faisais juste... il y avait pas, le gérant arrivait à 8h, donc je prenais Max à 6h. On allait s'entraîner en bas là. Parfait. On a fait sa prep comme ça, justement. Il a eu un super bon combine. Il s'est fait recruter, je pense, 2e, 3e overall complet par Edmonton à l'époque. Et donc là, c'est le premier joueur un peu que j'avais fait comme combine et qui était parti jouer professionnel. Ouais. Donc ensuite, donc à chaque fois qu'il revenait à Montréal, il venait s'entraîner avec moi. On a continué comme ça jusqu'à 2019, 2020. Et c'était petit à petit. Après, le Covid est arrivé en mars 2020, je pense. Ouais, c'est ça. Mars exactement. 2020. Donc là, tu sais, il y avait plein de gars qui avaient plus de place pour s'entraîner. C'était assez compliqué pour tout le monde à ce moment-là. Donc moi, je faisais des cours justement. J'aurais dit, juste comme on avait le droit de courir un peu. Ouais. On n'avait pas le droit, mais comme on pouvait courir dehors là. Donc j'avais dit à les gars, j'avais beaucoup d'amis à moi comme Lucas Velluire, Kevin Kaya, Snell Robot, comme tous les Français, on va dire, Ouais. comme qui étaient Du football montréalais. du football montréalais là, que je faisais 2-3 courses avec eux par semaine. Donc là, pour les garder actifs pendant le Covid, et peut-être qu'il y aurait une saison, tu sais, on n'était pas encore Ouais, on sûr à ce savait pas à moment-là, l'époque. donc c'était comme C'est là que j'entends parler de toi pour la première fois parce que moi, j'étais à Montréal à ce moment-là et j'entends parler à travers Maxime Rouillard, je pense justement, Max Rouillard, qui était ami de Greg, que il y a des courses parfois, c'est un gars qui s'appelle Gordo, c'est un Français, tu peux venir si tu veux et tout. Et je me rappelle d'avoir écrit et tout. Et j'étais venu à 2-3 courses. Donc, c'était cool. non, c'était juste pour garder les gars actifs. C'est même Ouais. si on avait moins de gym. Et c'était comme juste garder les gars actifs. Et moi, ce que j'avais fait en fait pendant le Covid, là où j'habitais avant avec mon ex, j'avais fait dans le garage, on avait fait un gym. Ok. Ok. Donc, j'avais installé un gym dans le garage, j'avais pris tous les poids du Nautilus là, j'avais chargé la voiture avec des X-bar deadlift, des Parce que Nautilus 5-6 était plates. fermé de toute façon. Ils étaient fermés. J'étais même pas au courant, mais j'avais pris tout l'équipement là. Et j'avais foutu ça dans le garage genre. Et là, je continuais à entraîner les gars. Ok. Donc ça, c'était je pense que c'était la meilleure époque du gym, je te dirais, c'était dans le garage. Si tu demandes les souvenirs aux gars là, c'était incroyable. Là. Pendant le Covid là, donc pour rentrer dans mon garage, il fallait que tu passes par une petite allée, c'était l'hiver. Ok. Et je faisais des groupes de 3 à chaque heure et demie. Wow. Et à l'époque, j'avais comme peut-être 5-6 groupes là. Donc de 7h du matin jusqu'à 17h, j'étais dans le garage là. Est-ce que tu chargeais? Allez, Non. même pas? Non, je chargeais pas. Gratuit. À l'époque, je faisais ça Wow. pour aider. Mais c'est comme moi, c'était pour aider les gars, tu vois. Moi, en plus à l'époque, j'avais la PCU là, Ouais. mais l'assurance emploi là. Ouais. Donc, j'étais comme, moi, ça me fait plaisir. C'est comme, tu sais, l'entraînement, à un moment, c'est quelque chose, c'est une passion, c'est quelque chose que tu fais pour plaisir. Et comme c'est sûr qu'à un moment, quand faut que tu payes un loyer, bah là, faut Ouais, bien que sûr. le plaisir devienne aussi. Oh, ouais, bien sûr. Faut que tu puisses vivre là, mais c'est comme, non, à la base, même, tu sais, Max s'est entraîné avec moi, je pense, pendant 2-3 ans et j'ai jamais fait payer. Ok. Donc, c'est quelque chose que, comme, pour moi, c'était un plaisir de l'entraîner, je comprends. Et tu sais, il m'a remercié, il m'a ramené combien de personnes ici. C'est comme quand t'aides les gens à la fin de la journée, ils vont Bien t'aider. sûr. Ouais. Donc C'est c'est ça. pas, C'est c'est du comme, donnant-donnant. tu peux dire, c'est un investissement en quelque sorte, mais c'est jamais perdu, là. Même si si tu entraînes avec quelqu'un, c'est comme, j'allais m'entraîner tout seul, je m'entraîne avec lui. Tu comprends? Donc à la fin de la journée, c'est comme, dans tous les cas, je vais être dans le gym. Et c'est ça, on a commencé les courses. Et là, justement, Lucas m'a dit, ah, tu sais, Reda, il voudrait préparer son combine. Donc là, j'avais, 8-10 personnes, là, les courses on commence à être une dizaine, quinzaine dans les courses, là. Et là, les gars, ils m'ont dit, ah, tu sais, tu devrais ouvrir ton gym. Ok. Ils m'ont dit, pense-y, tu sais, comme en plus, là, quand le Covid va finir, comme les gars aiment vraiment ça, c'est comme comment tu coaches, comment tu entraînes les gars. Donc, comme la plupart des gars, c'est comme Asnel Robot commence à être en Kaya, ils étaient en CFL aussi. Donc, Ouais. ils se sont dit, ah ouais, tu sais, si tu ouvres ton gym, c'est sûr qu'on va s'entraîner avec toi. Non, non, tu sais, j'ai vraiment un support derrière de comme 8-10 athlètes, là. Mhm. Au même moment, Régis Sibasso est venu, tu sais, comme j'avais déjà des gars qui étaient comme des noms de la CFL qui étaient là, Exact. qui venaient courir avec moi et qui étaient comme Benoît Marion, Kerfala, il y avait Zach Alexis à l'époque. Ouais. Donc c'était comme si c'était vraiment des bons groupes et les gars adoraient ça. Et là, on était rendu, je te dirais, l'été 2020. Ouais. Au pic de la Covid où comme si on pouvait rien faire On là. pouvait rien faire. Là, je commençais moi, j'ai aucun background en administration, en gestion, quoi que ce soit. Là. Je voulais juste ouvrir mon gym, mon travail, là, tu comprends. Donc c'est pas comme ça que ça marche, là. Donc là, je lui dis, faut que je trouve une place.
Donc là, c'est pour trouver ma vision de mon gym, là, c'était d'avoir un turf intérieur Ouais, comme pour ça. qu'on puisse courir l'hiver. Justement, le problème que j'avais avec Max quand je l'entraînais l'hiver, c'est que je devais faire le gym au Nautilus, après on devait les courir à droite, à gauche. On est toujours en déplacement. Ouais. Donc le temps qu'on part dans le déplacement, je me dis comme si on a tout sur place, c'est sûr que les gars, on peut courir ici, on peut s'entraîner ici, c'est beaucoup plus facile pour tout le monde. Exact. Et là, pour trouver justement un local de 40 mètres de long, comme ça industriel, c'est super dur. Donc j'avais demandé à un gars qui recherchait de real estate, là, qui radait un peu pour les... Ouais. Super, il trouvait pas. Et donc il m'a emmené dans quelques places. J'ai visité une place, c'était une ancienne place de baseball qui faisait un entraînement de baseball. OK. Pareil, le max c'était 20 mètres. J'ai dit, comme 20 mètres, on peut pas courir. Ouais. Et un jour, Toi, tu veux vraiment un 40 je veux un yards. 40 Ouais. yards minimum, au moins qu'on puisse faire le linéaire l'hiver là. Parce Ouais. que le linéaire, au début de l'hiver, on fait beaucoup de linéaire. Donc c'est au moins, après une fois qu'il fait, tu sais, en mars-avril, on peut faire le changement de direction dehors, Ouais, c'est pas un dehors. problème. Mais je veux qu'au moins toute la phase de linéaire, on puisse la faire ici. Donc là, finalement, le gars, il me trouve ici. Et il me dit, ah, j'ai trouvé un truc qui fait comme 40 mètres et c'est comme des petites unités collées, donc peut-être ça pourrait marcher. Mhm. Donc là, j'arrive ici, je visite. Franchement, ghetto. Là, quand tu le vois aujourd'hui, là, ça n'a rien à voir, là. Je te Ah, montrerai les photos Ouais, après, j'aimerais là. bien voir avant. Je te suis montrerai les curieux, photos d'avant, j'essaie là. de- Moi, je les ai Ghetto vus. as fuck. C'est Ah vrai. Ouais, c'est Il vrai. y a rien, il y avait rien. Tu sais, même les autres unités n'étaient pas là. Ouais. Donc Ok. t'arrivais ici, il y avait des trous dans le mur, il n'y avait pas de sol. C'était Oh, wow. comme non, c'était Là, derrière toi, il y avait une porte ou non, il y c'était avait comment rien. Il y avait pas de porte non plus derrière. Il y avait Mhm. rien ici. C'était comme que des trucs. C'était, je pense que c'était une écurie. Je sais pas ce que c'était avant là, Ok. mais c'était comme et comme là, tu sais, je visite. Je dis ouais, l'espace est bien. Mais tu sais, dans ma tête, je dis comment je vais faire un gym là-dedans. Ok, ouais. Dans ma tête, mais je dis, tu sais, en termes de l'espace, c'est ce que je veux, 40 mètres. En plus, je peux faire un gym d'un côté et le turf de l'autre. C'est séparé, donc c'est encore mieux parce Ouais. qu'on fait les courses. Si t'as pas les gars qui vont courir dans le turf, qui vont arriver Ouais. sur le gym. Donc là, je dis ça. Et là, tu sais, j'y ai pensé, j'ai fait des plans, j'ai commencé à dire où est-ce que je pourrais mettre les machines, où est-ce que je pourrais faire ça. Exact. Et là, je suis comme, ok, ça va marcher. Et Ok. j'ai fait la vision, j'ai dit, ok, ça va marcher. Fuck it, je le lance. Donc là, je dis au gars, comme tu sais, je commence à parler au gars, je dis, ah, vraiment, vous êtes chaud parce que c'est Ouais, pour être sûr. c'est un loyer là qu'il faut que Ouais, tu payes ouais, là ouais. quand tu prends du 4500 pieds carrés de en plein Covid là, on parle en été 2020 là, rien n'est ouvert, les gyms sont pas ouverts. C'est ça, t'as même pas le droit d'ouvrir Ouais, ouais. d'avoir ton gym actif et lui, il ouvre un gym. Mais du coup, c'est peut-être aussi le moment de trouver des trucs à louer parce qu'il y avait moins de gens qui louaient des Exactement. choses, tu vois. Exactement. Même pour négocier. Ouais. Pour négocier, quand le gars a négocié pour le loyer, c'était beaucoup plus facile pour lui Ouais, bah oui. parce que personne voulait louer à ce moment-là. Ouais. Donc, si t'es propriétaire et tu cherches des locataires, t'es plus Ouais. désespéré. Exactement. Voilà. Donc là, j'arrive, je me dis ah mais tu sais c'est après je faisais tu sais le budget un peu pour l'équipement parce que c'est l'équipement de gym c'est très très cher. Tu m'étonnes, puis surtout la qualité qu'il y a ici, tu vois. Ah, c'est c'est- vraiment- Ouais, tout ton équipement est top notch, là. C'est bah moi c'est ce que je voulais, c'est comme un moi si je travaille avec des gars qui des athlètes professionnels, j'achète des équipements de merde dans 6 mois c'est mort là. Ouais, c'est sûr. C'est des gars qui font 300 livres qui sont sur tes benches là. Donc c'est comme non mais c'est comme il y a des gars qui sont assez puissants, ils vont tous faire 3 4 5 plates partout là. Donc si t'achètes un AK squat qui est pas solide là, ça va pas tenir. Donc j'ai dit Ça autant mettre l'investissement au début, prendre tout que ce soit du Rogue, du Gorilla comme toutes les bonnes marques d'entraînement là et au moins ça dure 10 15 ans là. Donc ça c'était comme un pari que j'avais au début, c'est trouver l'investissement. Là j'étais comme et là pareil, tu vas voir les banques, tu leur dis OK, moi je vais ouvrir un gym. Le gars, le banque, il me regarde, il me dit, mais les gyms sont fermés. Je dis, ouais, mais c'est pour l'année prochaine. Il me dit, mais tu crois vraiment que je vais prêter de l'argent pour un gym? Il dit, t'es fou, quoi. Je dis, ok, les banques, c'est mort. Donc là, faut que Et finalement, j'ai réussi à parler à 2-3 personnes qui m'ont avancé de l'argent. Tu sais, ma famille m'a avancé de l'argent. Finalement, on a réussi à se faire. Donc là, on arrive le octobre 2020, quand je dois signer le bail ici. Mon avocat m'appelle 3 jours avant. Oh, shit. Il me dit, signe pas le bail. Il referme les gyms jeudi. Oh là là. Le 13 octobre, quelque chose comme ça, dans ces eaux-là. Il me dit, là, ça va fermer pour 8 mois, 1 an. C'était la deuxième vague où c'était vraiment fou, là. Ouais, il dit, c'est la Pendant dernière chose à l'hiver faire, et tout, c'est de signer un bail de Il m'a 1 dit, an. signe jamais un bail. Moi, c'était un bail de 5 ans. Il m'a dit, signe jamais le bail. Il m'a dit, comme c'est sûr que tu n'ouvriras pas avant 1 an, tu vas payer comme 6 mois de loyer pour Oh, rien. c'est ça. Tu vas t'engager légalement à payer un loyer que tu ne pourras Je pas pourrais rentabiliser. utiliser. Exactement. Oh là là. Donc là, j'étais comme, c'est compliqué, tu vois. Mais en plus, j'ai trouvé l'espace. Ouais. J'ai dit quoi? Puis une fois que t'as la vision, que t'avais fait les plans, tu sais, t'as Exactement. pas envie de le perdre. Ouais, Exactement, C'est en mode, tu vois. non, C'est vrai ça, quand t'as un Donc là, projet. j'étais là, j'y réfléchissais. Le lendemain, j'ai dit, fuck it, je suis parti, j'ai signé le bail. Oh, waouh. Gordon, L'avocat. L'avocat, il m'a dit, tu vas le regretter dans 4-5 ans. Et quand il m'a appelé à 3 ans, il m'a dit, félicitations. Ok. Non, parce qu'il m'a dit, comme, Ouais. je pensais que jamais que ça allait marcher, et comment tu l'as fait, là?
Et après, donc ça, octobre 2020, donc eux, ils devaient faire juste les petites rénovations, refaire un sol, choses comme ça. Et j'avais accès au local en janvier 2021. Ok. Donc là, parce que là, ça commençait à être l'hiver, donc courir dehors, c'était un peu plus compliqué là. Donc là, on a eu donc là, j'avais commencé à mettre l'équipement et j'avais réussi à avoir les prix avant Covid. Nice. Donc les plates étaient encore assez, c'était peut-être $1,50 là. Après, c'était passé à $2, $2,50 la livre. Ouais, parce qu'en plein COVID, c'est vrai, l'équipement est devenu super doublé. cher. Tout avait doublé. Tout le monde faisait des Et moi, rounds j'avais gym fait et une tout. soumission en juillet Nice. et la personne m'a gardé les mêmes prix. Ça, c'est cool. Donc ça, j'ai sauvé beaucoup d'argent de ce côté-là. Donc ça, c'était pas mal. Pareil, le turf aussi, j'avais réussi un turf comme ça, là, tu penses ça coûte combien après? Qu'une idée. 40 mètres comme ça. 40 mètres de long. Je dirais 1007. 12 000. Tabarnak. C'est parce que mais pareil, j'ai pris la meilleure qualité de turf qui dure, comme c'est des Oui, choses parce que, mon Dieu, le nombre de fois qu'on court là-dessus. et c'est pareil, c'est un investissement, mais c'est 10 ans et c'est garanti. Donc ça, c'est C'est garanti. Nice. c'est garanti. C'est un gars qui fait les turfs justement à BC à Vancouver, OK. qui faisait des trucs de Seattle et tout, là, que j'avais contacté là. Et je voulais un truc durable parce que je savais dans ma tête, je savais que j'allais faire de la sled. Donc je voulais quelque chose qui tienne le choc quand même. Comment on contacte, excuse-moi, comment on contacte pour faire une soumission pour de l'équipement de gym aussi de qualité? C'est une personne, c'est une compagnie? Souvent, ça dépend des sites. À l'époque, c'était Treadmill, je pense, c'était une compagnie à Toronto OK. que j'avais contacté. J'avais dit, moi, mon projet, c'est d'ouvrir un gym. Surtout qu'ils se disaient, c'est qui cet imbécile qui nous appelle pour un gym alors que les gyms sont fermés. En plein Covid. Donc pour eux, c'était parfait, tu vois. Ils se sont dit, C'est trop ok. drôle, ça. Donc c'est pour ça que le gars m'a fait une soumission un peu moins chère parce qu'il a dit, ok, c'est sûr que le gars va jamais rien acheter. Finalement, quand je lui dis, je le prends, faites livrer ça en janvier, il m'a dit, mais Jim, je lui ai dit, t'inquiète pas. T'inquiète pas. Fais juste livrer la marchandise, là. Ouais. Donc, presque tout l'équipement était d'un vendeur. Tout ce qu'on voit ici. Non. Après, la plupart, tous les rocks, c'est commandé directement aux États-Unis, ça vient de Rock. Ok. Le turf, c'est différent. Oui, le turf, la j'ai plupart des plates, tu sais, les racks ici, ça, c'est dans le même équipeur. OK. Ok. Tout ce qui est plateforme, rack, et tout le reste, ça, c'est plus Rock, c'est différent. Là. Le belt Ok. squat, le Cyper, ça, c'est Rogue. Eux, c'est directement que tu commandes aux États-Unis. OK. Eux, ils font livrer et ils chipent ça en freight, là. Ça arrive ici, non. Donc ça, on a eu les clés, je pense, le 31 décembre. 1er janvier, on était là. Donc là, on a commencé à construire le gym. Donc là, on avait une équipe, là. J'avais comme Lucas Vellu avec moi, Kevin Caillard, Reda, Max Rouillère, Régis, donc Curf. Donc là, la première chose qu'on fait, on a dit, OK, on va installer le turf. Ouais. OK, donc le turf, moi, j'avais commandé les dimensions exactes du local. OK. Je dis comme ça, c'est parfait. Ça va pas dépasser avant ni dépasser arrière. Ces imbéciles-là, ils ont mis des prises électriques dans la semaine avant. Ah non. Donc là, on prend le premier rouleau. Chaque rouleau, c'est comme 800 livres, je pense. Ouais. Donc déjà, pour transporter, c'est super casse-couille. On prend le premier rouleau, on le roule, ça bloque avec la prise. Impossible de le dérouler. Tu vois les petites prises carrées là, impossible de le dérouler parce que ça bloque ou tu peux pas arracher en largeur, ouais. Fait que en largeur. Après, vous avez levé les prises, comme on voit maintenant. Tu peux pas lever les prises, c'était déjà ici. Non, en fait, elles pouvait sont, pas- mais vu que tu déroules un Le gros rouleau, il est gros comme ça. Ah, je tu viens de vois, comprendre. à chaque fois que ça arrive contre le mur, Dis que ça arrive, tu pouvais pas le dérouler. Je viens de comprendre. C'est bon. Donc là, on est comme comment on va mettre le turf là. Ouais. Et dès que tu le déroules, c'est fini, je peux plus le lever. là. je vais prendre une photo des prises. Ouais. Vas-y. Vous voyez les backstage, mais je vais prendre des photos des prises pour vous montrer. Pour qu'on comprenne sur le Ah, podcast. Donc là, on s'est dit comment on va faire pour le dérouler. Ouais. Donc là, on est parti dans le couloir. On l'a déroulé au complet, donc 20 mètres. Là-bas. Dans Mais le- dans le couloir, il y avait rien à l'époque. Ouais, là. C'était ouais. juste un garage pour les voitures. Genre. Ouais. Donc là, on l'a déroulé complètement. Ouais. On l'a plié comme une pizza en 8 là. Ouais. Et là, on l'a transporté à travers les ports jusqu'ici là. Oh my God. Mais T'as quand je te entendu dis ça, ça? c'était là. Ils l'ont plié. On l'a ressorti en fait. On a dû le sortir dans le couloir qui à Ouais. l'époque il y avait pas de, tu sais, il y avait rien. Ouais. On l'a déroulé complètement et on l'a plié Ok, je vois. le Et là, plus ils l'ont possible. rentré. Ils l'ont Mais dis-toi que rentré. c'est 800 livres. Donc Ouais, c'est- ouais. Et une fois que c'est déroulé, il y a pas de prise dessus là. Oh my On God. s'est tellement fait chier à mettre ce turf là, c'était malade. Donc ça nous a pris déjà une journée juste à faire le turf là. Ouais. Après, on a fait les tapis. Donc là, les tapis, encore une fois, c'était une mission. En fait, tout ce qu'on a fait ici là, c'était que des missions. Tu m'étonnes. que des missions là. Comme on en reparle aujourd'hui avec Reda, avec Lucas, avec Kayal, on en rigole encore là parce que c'est comme, on avait aucun knowledge de quoi faire, Ouais. mais on a quand même tout fait. Et ça a marché. C'était comme, tu sais, on avait personne de nous, comme même il y a un gars, il me dit, oh, tu devrais avoir un designer. Puis on dit, mais oh, fuck ton designer, là, moi, je vais faire mon truc comme je le sens, là. Ouais. Les tapis, là. Ouais. Pareil, ça, c'est des tapis, ça coûte comme $90 chaque. Ok. Donc, pour couvrir le gym, c'était comme 2500, $3000. J'ai dit, no way, je peux pas payer ce prix-là. Je sais pas pourquoi, le soir, j'ai l'idée de regarder sur Marketplace une arena qui ferme.
qui vendent tous leurs tapis à $15 chaque. Là, je suis comme, wow, ça c'est malade, là. On va aller voir ça, là. Là, j'étais encore avec mon ex, je l'ai emmené là-bas. On est parti dans l'aréna, là. Le gars, il me dit, j'ai dit, on va juste voir, ça va prendre 10 minutes. Le gars, il me dit, ouais, il y a déjà comme plusieurs potentiels acheteurs. Donc, si tu veux les tapis, faut que tu les arraches du sol et que tu les, tu sais, avec le pied de biche, là, et que tu les déplaces un par un. Et je lui dis, il m'en faut comme 60-70 tapis, là. Il me dit, ah, mais prends ceux que tu veux, là. Mais j'ai dit, j'ai pas de camion. Il me dit, ah, mais au pire, tu les mets dans une chambre, tu me payes et demain, tu vas chercher avec le camion. Donc là, ça a pris comme 4 heures à arracher tous les tapis un par un, là. À les lever, à les mettre dans une salle, les fermer. Et le lendemain, avec Lucas Kayareda, on est parti chercher en camion, là, et les mettre dedans, c'était... Mais à ce moment-là, t'es avec ton ex Ouais. et tu lui dis genre, hey, on va juste vérifier 10 minutes. Ouais. Et finalement, tu te retrouves avec elle à travailler les balais pendant 4 heures. C'est pour ça que c'est son ex. C'était... C'est vrai que En fait, c'est elle était en jean, vraiment, elle était juste pour conduire, là, pour que j'aille voir ce que ça a l'air, là. Elle voulait Finalement, me tuer. on a arraché, ouais, elle voulait me tuer. Après, on a arraché tous les tapis, c'était... T'imagines, elle? Non, bah, comment Mais ça? c'était que des trucs de débrouille comme ça. Donc là, après, donc ça, c'était début janvier. Donc là, on commence à faire les travaux. Donc, on commence à installer les tapis. On met le turf ici. C'est petit à petit, ça se met en place, là. Et là, on était mardi. Il fallait qu'on fasse le bench pour Reda. On a dit, OK, qu'est-ce qu'on va Oui, faire parce que Reda se prépare pour pour son le propre combine à ce combine. moment-là. Combine qui est Exactement. fait, Le combine qui à arrive comme en l'époque. mars-avril 2021, là. Ouais. C'est ça. Donc là, ils installent, mais en même temps, Reda, il y a des contraintes de temps pour être prêt physiquement. Comme, tu sais, on a fini le turf, Reda a couru. Ouais. Bah, Lucas et Kaya aussi, c'est leur année de draft, là, Ouais, les trois, là. ouais, c'est vrai. C'était mon groupe de 3 combine guys, là. Ouais. Donc, dès qu'on finissait quelque chose installé, ils le faisaient, genre. Le lendemain, OK, on a besoin de quoi demain squat? OK, on va monter un rack squat, comme ça, on va pouvoir faire le squat demain, tu comprends? Je suis Et mort. le mardi, c'était la première chose. Je te montrerai la photo. Là, t'as juste le vide et le gym est vide. T'as juste Reda sur le bench au milieu du gym ici, là. C'était, et pareil, le bench, on l'a monté dehors. Et ça a pris, je te dirais, peut-être 2 semaines. Et en 2 semaines, c'était opérationnel pour s'entraîner. Ouais. Ok. Tu sais, il n'y avait pas toutes les machines qu'il y a aujourd'hui. Au début, tu avais beaucoup Ouais. moins de choses. Là, on avait les plateformes, on avait les racks, on n'avait pas les benches comme ça, on n'avait pas le lat pull down. Mais comme, tu sais, on avait largement suffisant pour s'entraîner et pour préparer les gars. Surtout qu'on s'est entraîné avant 4 mois dans un garage. Ouais, où il y avait tu juste un m'étonnes. squat rack. Donc, Voilà. c'était déjà un upgrade incroyable de ce niveau-là. Là. Et c'est ça. Et à ce moment-là, donc, comme vu que c'était Covid, fermé. Ouais. Donc, moi, je faisais des groupes de 2-3 personnes max. Et que je roulais. J'arrivais ici à 5h du matin, je repartais à 8h du soir. Oh, wow. Je faisais des petits groupes là comme parce que je voulais pas prendre de risques. Et je laissais toujours un rack par terre. Si quelqu'un passait, on fait les travaux. Techniquement, on a le droit. On avait le droit de faire Ouais. des travaux. Et même, c'est techniquement à 2-3. Comme il y en a un dans chaque pièce, tu avais besoin de 10 mètres d'écart, quelque chose comme ça. Donc techniquement, Des les règles. travaux, il n'y avait pas de problème. Tu comprenais là comme. Et pour trouver le gym, Ouais. franchement là, Faut y aller. bonne Faut y chance. aller, il est bien Bonne chance. camouflé. Faut Surtout qu'à savoir. l'époque, que il n'y c'est avait, là. il y avait personne à l'entrée, donc c'était vraiment C'était comme. pas C'était écrit un comme- garage avec des voitures, donc c'était comme. C'était pas écrit Gordo Performance. Mais il y avait pas une histoire à un moment donné comme quoi, parce que je m'entraînais ici cet hiver-là, je me rappelle, comme quoi il y avait quelqu'un qui aurait peut-être scoop la police, comme quoi il y avait un gym Ouais. clandestin ici, Ah ouais, et comme quoi la police passait des fois pour trouver le gym. exactement. Et donc on s'entraînait sans musique. Ouais. Pas de musique la première année. Ah, parce que tout le temps. Une fois, je suis sorti. L'unité à côté n'était pas prise. Je suis sorti pour prendre un appel. Il y avait un gars de police qui est passé juste devant, qui est parti dans l'autre building derrière. Oh, wow. On cherchait le gym. Il cherchait le gym. On cherchait pendant longtemps, là. Ils Mais. n'ont jamais trouvé le gym. Incroyable, c'est la Batcave, c'est Ah, vraiment c'était- caché. c'était- genre. à cette époque-là, c'était vraiment ça, là. Tu sais, par exemple, moi, j'entraînais les gars. Je me rappelle, j'avais un groupe avec Kurf, Zach et Marion. Ok. Le dimanche matin, à 8h, ils étaient devant la porte parce que j'ouvrais la porte rouge là à l'entrée. Ouais. Et j'ouvrais, je loquais. Donc les gars rentraient en 3, ils venaient s'entraîner, je fermais la porte. Donc personne ne pouvait accéder au building sauf moi et les Ouais. gars qui rentraient. Donc si t'étais en retard, tu vois, Nick aurait loupé beaucoup d'entraînement à ce moment-là parce qu'il avait jamais sur la télé. À 8h, 8h02, je fermais la porte, c'était fini là. Tu peux Ok, pas m'appeler tu là, peux c'était plus comme rentrer. à l'heure où t'es pas là. Je suis pas là. Et ça, c'était les premiers groupes, je te dirais, c'était comme ça. Donc j'avais le groupe Combine qui était Lucas, Reda et Kaya. Ouais. J'avais le groupe de pro qui était Asnel, Régis, Max Rouillère. Donc ça, je pense que c'était le groupe là, le plus meathead là. C'était le groupe de 3 gros égos. Ouais, Donc si quelqu'un fait 3 plates, l'autre fait 3 plates 5. ok. S'il fait 3 plates 5, il fait 3 plates 10. Tous les, comme eux, les pourcentages la première année là, comme Ouais, ils rien ont pas à foutre. compris l'histoire de. Aucun faut que tu respect des respectes les pourcentages. C'est pour ça que maintenant, il y a toujours une joke dans le gym, là, c'est comme on respecte les pourcentages, là. J'ai tellement fait chier la première année qu'après, ils m'écoutaient un peu plus. Là. Ok. Mais c'était incroyable. Des groupes de 3. J'avais aussi beaucoup de gars universitaires. J'avais Glody, Alafou, Liam Ward Ouais. et Ridjan à ce moment-là. Ouais. Christian Giraud. Et j'avais mes 3 imbéciles de Carlton, Medley Joseph, Zendrew et Louis Lavo.
Ok. Donc, Louis Lavaux, il pensait que c'était un camp de vacances. Il est arrivé la première séance, là. Pas de serviette, pas de bouteille d'eau, là. Je m'en rappellerai toujours. Il est entré dans le gym, il a dit, on était juste deux là, il a dit, bon, c'est quoi que je vais brasser aujourd'hui? Il a fini 1 heure de séance, il s'est allongé, il a dormi dans le canapé. Et c'est pour ça que c'est devenu la brasserie. Justement, c'était à cause de Louis Lavaux que Zendro a appelé ça, là. Je jure, Ouais. ça part de là. Parce qu'il a dit, c'est quoi que je vais brasser ce matin? Et là, il est arrivé, il dormait sur le canapé pendant 1 heure, il a dit, je lui ai dit, en plus, ça, c'était juste une séance d'introduction, c'est tranquille. Il a dit, pour moi, c'est introduction, conclusion, là. Je finis, je reviens plus demain, là. Tellement, ça fait 4 ans qu'il est là tous les jours. Ok. Mais, c'était des Incroyable. groupes comme ça, tu sais, qui roulaient. J'avais le groupe aussi, justement, avec Curve, que c'était plus le week-end et le soir. Avec Zach Alexis, avec Zach qui essayait encore d'aller comme CFL à ce moment-là. Maintenant, il coach, il est dans l'équipe vidéo pour les Alouettes de Montréal. Exactement. Et Benoît Marion. Ouais, qui est encore en CFL, lui. Il est au Hamilton. Hein. Hamilton Tiger Cats, Tiger Cats, ouais. Et ça, c'était le premier hiver. Le premier, on va dire, hiver. C'est parce qu'après, les gyms, techniquement, ont ouvert en avril. Ouais. Pour 4 jours. Ah. Donc, ça a ouvert, je pense, pour 4 jours. C'est fou, ça, quand même. Et ça a refermé. On en parlera dans des années. C'est n'importe quoi. Puis on acceptait, c'était comme une nouvelle réalité. Alors qu'aujourd'hui, on en parle comme quoi? Moi, Non, je mais peux pas même le truc m'entraîner. qu'on devait partir tôt le matin avant le couvre-feu et tout. Ah, grosse. C'est genre n'importe quoi. Et ça, c'était une période, c'était juste fou, là. Donc, on a rouvert et c'est justement là que l'été, comme j'ai unique, donc là, je faisais des groupes, je faisais des groupes de 8-10 à ce moment-là. Ouais. Je pense qu'à un moment, j'étais juste comme, je m'en fous, là. Ouais. Je pense qu'il y a jamais personne qui a porté un masque ici, là. Ok. On va pas se mentir, là, quand même. Ça, je sais pas si je m'en fous. Ouais, il y a un moment où il y avait une usure de la COVID, puis ça, c'est population générale où on s'est dit, regarde, on va vivre notre vie. Ça faisait plus qu'un an, ça faisait 1 an et demi déjà. 1 an et demi, ouais. Ça faisait 1 an et demi et comme tout le monde avait les vaccins et comme les gens avaient le droit d'être 6-8 dans un salle de cinéma ou quelque chose comme ça ou un truc à côté là. Dans un bar. Dans un bar, ils avaient le droit d'être 6-8 mais ils avaient le droit d'être dans un gym. Sans masque dans un bar, mais masque dans le gym en étant 6-8. Et là, après, ça avait rouvert. Je pense qu'en juillet, ça avait rouvert et là, officiellement. Ça y est. Donc, moi, ce qui est dur, parce que pour moi, c'est vraiment l'entraînement saisonnier que je fais ici, tu comprends? Ouais. Donc, de janvier à mai, c'est ma grosse saison avec les pros. Et de mai à fin juillet, début août, c'est ma grosse saison avec Cégep universitaire. Exact. Et quand ça a rouvert fin juillet, bah, pour moi, la saison est finie, là. Ouais. Donc, c'est après, ils me disent, OK, tu peux ouvrir ton gym de juillet à décembre, mais tu sais, j'ai personne de juillet à décembre. Ouais, ça, c'est vraiment ta saison morte. Comment ça se passe, du coup, juillet, décembre? C'est une très bonne question. Donc, moi, juillet, décembre, ce qui se passait, dès que je finissais, j'allais coacher. Ah oui, à McGill. J'ai coaché à McGill. J'ai coaché pendant 10 ans à McGill, donc je coachais la ligne défensive là-bas. Ok. Donc ça fonctionnait pour toi au début quand même ça. C'est ça. À ce niveau-là, ouais. J'avais mes clients en privé, on va dire le matin, et j'allais coacher l'après-midi à McGill, donc ça me faisait, tu sais, je prenais une partie de McGill pour aider à payer le loyer ici en fait. Ouais. Donc c'était difficile, mais c'est comme ça se faisait quand même, tu comprends? Et j'avais quand même pas mal de clients privés aussi que j'arrivais à prendre le week-end ou les matins là. C'est quoi le profil de tes clients privés? Désolé de te couper. Ça va je pourrais dire un peu tout. J'ai des clients vraiment plus âgés, 50, 55 ans. Souvent, c'est des clients que j'ai entraîné au Nautilus qui m'ont suivi ici. Ok. D'anciens clients à moi, comme j'ai des clients, tu sais, j'ai mon ancien kicker que je jouais avec à McGill, qui m'a contacté justement il y a 2 ans, lui qui voulait juste remettre en forme, qui vient s'entraîner avec sa copine les week-ends 2 fois, samedi, dimanche, 2 fois par semaine. Mais tu les entraînes pas comme tu les entraînes nous, je peux pas croire que t'es là. Lui, oui, un peu plus, c'est un ancien athlète. Oui. Mais d'autres personnes un peu moins. Ça dépend les objectifs de la personne aussi, là. Ok. Donc, t'imagines, t'as un monsieur de 50 ans, t'es là. T'sais? 1, La 2, brasserie 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2. Non, c'est différent, mais oui, dans les clients, c'est parfait. Mais c'est comme ça, la plupart sont quand même très, très en forme pour leur âge. Cool. Et c'est ça qui est. Ça change aussi. Souvent, les clients privés, souvent, c'est un peu plus de social. C'est un peu plus comme relax, on va dire. Donc, c'est pour ça que souvent, le dimanche, jeudi, c'est ça que je fais là. Tu sais, moi, je travaille 7 jours semaine. Donc, comme lundi, mardi, mercredi, vendredi, samedi, réservé aux athlètes principalement. Ouais. Jeudi, dimanche, là où j'ai une journée où j'ai un peu plus de privé, où je vais prendre mes clients one-on-one. Et souvent, comme le samedi, j'arrive à en rajouter l'après-midi. Mais comme c'était assez intense. Mais là, ça fait 2 saisons. Enfin, la saison dernière et la saison qui arrive que tu coaches plus à McGill. 3 saisons que tu coaches plus à McGill. Non, à McGill. Ouais. Ah, j'ai démissionné cette année. Ouais, ok. Donc, cette année-là, ça va être le premier off-season. Off-season sans McGill. De juillet, enfin de août du coup à décembre. C'est quoi les plans? Comment tu vois le truc? Est-ce que tu vas peut-être prendre plus de clients? En fait, je voulais développer en plus le côté aussi entreprise ici. Ouais. Avec le gym, donc un peu plus faire développer un peu plus le côté privé. Ouais. Et peut-être cours de groupe. Il y a beaucoup d'entreprises dans le coin. Ouais, bien sûr. Donc j'ai déjà parlé un peu avec des gens autour là qui seraient intéressés, comme par exemple faire des cours de midi à 1h ou de 4 à 5 midi ou fin de journée ou milieu de journée. Et qui pourrait venir s'entraîner, que ce serait l'entreprise qui paye et comme qu'il soit 10, 12, 8 le midi, comme c'est comme si ce serait un autre côté du business qu'il faut que je développe aussi pour justement
moins struggle quand les athlètes sont pas là. Bien Parce sûr. que sinon, c'est comme c'est plus difficile là. Mais les projets, c'est aussi de voyager quand même là. Ça fait comme Let's go. 5-6 ans que j'ai pas rentré en France plus que 4-5 jours. Donc là, je pense que je vais voyager un petit 2 semaines, voir ma famille, voir Ouais. Lucas, mes amis en France aussi un petit peu. Et je pense aussi aller à BC. Voir, Ok. j'ai 5-6 joueurs qui jouent à BC là. Ouais. Donc, j'avais passé jamais été de ce côté-là du Canada. Donc, aller Canada, voir c'est- Moi non plus. À part Non, mon ça. objectif, c'est ça, d'aller chaque année, d'aller voir à Winnipeg, Red Cara. C'est comme faire les villes de Bien football, mais en même temps aller voir les gars. Genre. Trop cool. C'est quelque chose que ça me donnait beaucoup plus de temps aussi pour aller voir mes joueurs que j'entraîne actuellement. Comme les gars de Carlton, c'est juste pour enfin aller voir le Panda Bowl. Ouais. Ça fait 3 ans que je dois y aller, mais à chaque fois, on a un match à McGill le dimanche quand ils jouent, donc c'est compliqué. C'est pareil, aller voir les gars Cognou, Sherbrooke, j'ai plein de matchs que Bishop, maintenant, comme ça va être Santa Fe. aussi. Il est venu à Bishop plusieurs Ah, fois. ok. Ah non, Gordo, il... Non, mais c'est ça, c'est comme là, ça me permet Il suit vraiment ses joueurs. d'aller voir en plus les athlètes. C'est comme. Bien sûr. Parce que j'adore ça d'entraîner, c'est ça les voir jouer aussi. Ouais, normal. Donc là, j'avais ça un peu à McGill, parce que j'entraînais beaucoup de gars de McGill et que je les voyais jouer pendant la saison, donc ça me faisait plaisir là. Mais là, plus un peu comme sortir de McGill et voir un peu plus d'autres universités, ça va être cool. Gordo, t'as mentionné avoir démissionné de McGill cette année. Ouais. Moi, j'ai une petite idée de pourquoi. Et c'est une histoire un peu controversée. Il y a eu des histoires à McGill qui se sont passées avec le renvoi de Coach Ron. Moi, je pense que ce serait très cool à aborder sur Patreon. Eh Ce ben, petit, parfait. la petite, comment je peux dire ça? Il y a eu un coup d'état potentiel à McGill Ouais. pour la communauté football québécoise qui suit ce pod. Et je pense qu'on pourrait aller aborder ça sur Patreon. Eh ben parfait, on se retrouve sur Patreon, ça va être le début de la partie Patreon. Patreon, qu'est-ce que c'est? C'est une plateforme où on poste du contenu en plus, du contenu en avance, les épisodes sortent en avance. Avec chaque invité, on a minimum 15 minutes, mais parfois plus Des fois, 30 d'extra. minutes. Avec Adèle Bavdine, j'ai vu ça l'autre jour. 43 minutes, non, Donc. 47 minutes d'extra sur cet épisode. Donc, C'est fou. C'est l'épisode le plus vu de l'histoire du podcast. C'est On vrai, a mis 47 à l'heure minutes actuelle. de plus sur Patreon. Donc voilà, Ça, je dirais. n'hésitez pas à nous rejoindre. Pour les tiers supérieurs, il y a des rencontres chaque mois, plein de trucs cool. Donc n'hésitez pas, c'est à partir de 4 € par mois, 6 $ canadiens. Ouais. Donc voilà. Et ça assure la pérennité du pod. Comme vous savez, Léo habite en France, j'habite au Canada. Il y a des coûts de transport qui font qu'on peut faire des épisodes en personne comme celui-ci. Donc, si vous pouvez nous aider, c'est grandement apprécié. On se voit sur Patreon. Let's go. Des joueurs sont allés à l'administration dire on veut renvoyer notre head coach qui est Mais en tout cas, les joueurs ont comme décidé de foutre dehors. depuis que t'as Gordo Performance, c'est qui le gars qui t'impressionne le plus? Il est venu à Rutherford justement on faisait un speed day. Il n'avait pas de chaussures, il a couru pieds nus, il a quand même fumé tout le monde. Il y a beaucoup de gars qui me disent je vais aux toilettes pisser, qui reviennent 15 minutes plus tard tout blanc. Le plus grand personnage du gym ici, là. Un jour, on faisait des front squats heavy, il faisait des jumps derrière le gars qui faisait du front squat. Et comme le gars est en train de focuser avec ses yeux sur un front squat, t'as un clown derrière qui fait de jumping jack. Genre, comme cette année, j'avais comme 5 gars du collège de Montréal. Ils viennent s'entraîner là, et le soir, il y a Betts qui rentre, Reda qui rentre, et ils sont comme, oh, ces athlètes professionnels. Le gym, c'est pas ce que t'en fais, c'est les gens qui sont à l'intérieur pour moi. C'est qui le plus grand retardataire de ce gym? Sans aucun doute. Est-ce qu'une fois tu t'es vraiment fâché contre quelqu'un? On faisait des sprints. Moi, j'étais le matin, c'était un groupe du matin, et j'étais en train de faire l'altéro. J'entends un grand pas. Qu'est-ce qui se passe là? Je marche. Yo, il y a un trou dans le mur du fond. Il y a comme 8 gars qui sont là. Il y a juste qui revient en marchant. Et je dis, oh, cassé le mur. Il me dit, c'est pas moi, coach. Il y a juste toi là-bas. Il y a littéralement la trace de ta main dans le mur et tu me dis que c'est pas moi. On a passé une excellente partie Patreon. Si vous voulez savoir qui sont les plus drôles du gym, les plus en retard, les plus athlétiques, etc. Toutes les petites questions de toutes les anecdotes qui s'est passées ici dans le gym, n'hésitez pas à aller écouter ça sur Patreon. En plus du coup d'état qui s'est passé à McGill, il y a C'est eu un vrai. changement d'head coach. Il y a eu une petite polémique par rapport à ça le monde du foot québécois avait pu suivre la dernière saison. Ben, Gordo nous a donné sa perspective, un behind the scenes. C'est vraiment une partie Patreon que j'ai adoré. Donc voilà, si vous voulez la rejoindre, vous savez quoi faire. Exactement. Puis Léo du montage va remercier tous nos Patreonneurs de rang supérieur. Merci beaucoup à tous ceux qui nous suivent sur Patreon et petite dédicace à nos fans, JF Richard, Hugo Grusson, Benoît Gat-Soleil, Jules Fornage, Aurel, Thib, Alex Arsenault et Justine, mais surtout à nos hooligans, Thomas, Mathieu Fourniol, Bertrand Barrault, Sylvain et Detach Sports. Et si vous voulez rejoindre la communauté Patreon, n'hésitez pas, le lien est dans la description. Avant qu'on arrive à la fin du podcast, Gordo, j'ai une question. C'est quoi la dernière pièce d'équipement que tu as acheté pour la salle? Et c'est quoi le prochain truc dans lequel tu as envie d'investir? Donc la dernière physiquement, je pense, c'est le Gluten Race derrière toi. Ok. Donc ça, c'est pour travailler les ischios. Bro, Ça, ça tue, ça. Ouais, je Je vais sais. te dire Wow. pourquoi. Oh, tu l'as Parce que fait? avant, c'est moi qui tenais les gars. Ok. Et j'avais un hiver où j'avais PO le stage ici, Mathieu Betts, Régis Bassou.
Donc tenir 10 gars comme ça, c'est quand même dur de tenir un gars là. J'ai dit, je pense que ça va être un bon investissement d'acheter un vrai glute raise, comme ça j'ai plus besoin de me péter les bras à chaque séance là. Surtout avec des gros O-line, D-line, j'ai quand même des gars assez forts. Les stages, man. Il est passé par O-line aux Seahawks, si je dis pas de bêtises. Exactement. Puis maintenant il est aux Alouettes. Ça devait être difficile à le tenir en glute raise. PO, c'est très très fort. Pareil, PO, c'est impressionnant. Tu sais, quand on parlait des gens impressionnants là, PO aussi en termes de force là, et comme c'est pour ça qu'il est là aussi aujourd'hui là, il est comme vraiment travailleur là, comme non. PO, c'était quelqu'un aussi. Là. Et la dernière pièce, moi en fait j'ai acheté un deuxième flex. Ce que j'utilise pour calculer la vitesse des joueurs. Parce que j'en avais un avant, mais c'était dur à faire avec les groupes. Souvent, quand j'ai comme 10-12 gars, là, donc avant le combine, j'avais acheté un deuxième. C'est quand même une pièce qui coûte acheter autour de $1000. Et il faut que tu achètes une tablette aussi avec pour pouvoir lire les données, là. Et donc, c'est ça la dernière pièce, on va dire, d'équipement que j'ai acheté cette année. C'était pas mal le flex. Donc, c'est ce que j'utilise beaucoup plus aujourd'hui, là. Ça, c'est ce qui est un très bon, en fait, ce que j'ai commencé à travailler. Ben, j'avais travaillé justement avec le combine la première année avec le Canada. J'en avais un. Moi, j'utilise beaucoup en haltéro aussi. Parce que ça te permet de calculer en fait la vitesse sur quoi tu pousses, et c'est ça, tu vois, j'ai fait un tableau en fait où les gars peuvent ça permet de compétitionner tout en restant dans un range que je sais qu'ils contrôlent. C'est trop cool. Donc c'est-à-dire que comme par exemple pour te faire bref là, par exemple si tu travailles à 80% de ton max en back squat, tu devrais être autour de 0.5 mètres secondes. OK. Donc les gars on a tous testé avant leur max squat, donc on sait après le max squat. Donc moi je peux mettre sur le tableau, je leur mets leur 80%. Et je leur dis, OK, aujourd'hui, que je vous travaillais à 0.5 mètres secondes. S'ils arrivent, si on fait 3 reps, par exemple, à 80 ou 4 reps à 80, si les 4 reps sont au-dessus de 0.55, ils ont le droit de monter le poids. Si il y a 2 reps qui sont en dessous de 0.45, ils redescendent le poids. S'ils sont entre 45 et 55, ils restent à ce poids-là jusqu'à temps qu'ils aient soit les 4 au-dessus, les 4 en dessous. Parce que ça me permet d'avoir un meilleur feedback. Tu comprends? Une fois que tu as un athlète, tu lui dis, c'était comment cette série? Facile. À mon œil, ça n'avait pas l'air facile, tu comprends? Mais ça se peut que il y a certaines personnes qui travaillent différemment sur un squat, ils vont grinder les reps, il y en a qui vont être beaucoup plus explosifs. Là, tu as un chiffre. Donc là, déjà, le gars, il peut plus me mentir, là. Tu comprends? Moi, je lui mets une tablette devant ses yeux avec un chiffre à battre. Et si tu verrais ce que ça fait, c'est en termes de comme compétition, en termes de tu penses plus à tes poids, les gars poussent beaucoup plus lourd sans avoir à y penser. Parce que tu penses même plus que tu as 4 plates sur le dos, tu penses juste à battre un score. Donc 100%. Tu descends ta barre, tu montes la barre, mais tu sais même pas, tu sais le poids que t'as, mais ton focus est ailleurs. La vitesse seulement, Ton focus est à battre une vitesse. Et c'est pour ça que là, maintenant, je l'avais acheté justement avant ce off-season, parce que avec les combines et pros, j'adore travailler comme ça, parce que ça me permet de voir l'état de fatigue des joueurs. Je mets 80%, un gars, il me fait un 35. Je sais que soit il est sorti la journée d'avant, soit il a mal dormi, soit il est fatigué. Non, mais il y a beaucoup de, tu sais, le repos, des fois, ça va jouer beaucoup. Le gars s'est embrouillé avec sa copine, le stress, le sommeil, la nutrition, ces choses-là, là. Donc ça me permet vraiment de réguler s'ils sont en forme aujourd'hui, et de les pousser comme eux, pareil. Je peux dire que je mets Régis et on va dire Matt, là, je leur mets le même poids sur le squat. C'est sûr qu'ils vont essayer de se battre l'un l'autre. Mais ça reste dans le range que je veux. Tu comprends? Plutôt que mettre des poids lourds où ils font juste comme OK, mais lui il descend moins. Et ce qui est bien avec ça, là, c'est que tu as tout. Donc j'ai la descente, le nombre de centimètres qui sont descendus. Donc ça me permet de voir la trajectoire, la puissance, ces choses-là. Donc ça me permet de dire OK, un gars il est descendu, mais OK, t'es descendu 30 cm, là, tu faisais des mollets, là, t'as pas fait de squat, là. Donc ça permet aussi de remettre en place aussi ces choses-là, de comme dire OK, je veux tendre. C'est pour ça que si tu regardes le tableau que je fais, j'ai 1 centimètre à aller chercher, donc je veux au moins 60 cm de descente à telle vitesse. Et ça, c'est comme ça vraiment aider en termes de surtout faire comprendre au gars, c'est trop lourd pour toi. Parce que moi, je peux lui dire 3 fois, c'est trop lourd pour toi. Dans sa tête, il dit, je suis capable. Mais là, quand c'est une machine qui te dit, c'est trop lourd pour toi, il va l'écouter, il va descendre le poids, et il va revenir à ce poids-là. Mais, maintenant, plutôt que ça, juste moi qui dis c'est trop lourd pour toi, j'ai la technologie qui dit, tu vois, c'est trop lourd pour toi. Et pareil, pour monter les poids aussi, c'est super. Parce que si tu fais 4 reps au-dessus de 55, tu montes. Et t'as une petite fierté, là. Tu es comme, OK. Et après, tu montes, et tu vois, et sur le tableau, on le fait pendant 1 mois. Et on essaie de monter à chaque fois. Et pareil, plus tu vas lourd, plus tu vas descendre le mètre seconde que tu vas aller chercher. Mais c'est en termes de compétition, en termes de gestion de fatigue des joueurs, c'est super bon. Comme tu disais, tu l'utilises beaucoup pour la préparation de combine ou pour les pros. Puis j'ai eu la chance de faire ma préparation de combine avec toi. Et je me suis jamais senti, on a utilisé ça beaucoup, et je me suis jamais senti aussi en forme et aussi frais en même temps. J'étais en santé, mais j'étais plus rapide, plus léger
mais plus fort. C'était vraiment un tout. Puis oui, je suis d'accord, c'est un outil exceptionnel, vraiment. Je pense que, tu sais, c'est pas super dur à implémenter, En plus, mais ça prend du temps. C'est de l'extra travail parce que moi, si je fais les tests avec les gars, après, je fais toutes les stats chez moi, donc ça me prend un extra 10-12 heures par semaine, mais pas pour une séance, pas pour, on va dire, mais c'est des heures que tu mets en plus, mais c'est bon parce qu'après, j'ai les données. Ok. Donc même là, tu sais, à travers 2-3 ans, j'ai encore les mêmes données. Donc les pros, l'année prochaine, je vais pouvoir sortir les données. Je vais montrer, OK, à tel point, est-ce que tu es en retard, en avance sur ce que tu faisais l'année dernière. Ouais. C'est par exemple un gars qui vient de blessure, des fois, ils sont stressés. Tous les pros de juste 4 mois. Donc c'est super court leur off-season. Là, janvier, fin avril, ils sont partis, début mai, ils ont le camp. Donc des fois, un gars qui a un petit bobo en décembre, janvier, il peut pas s'entraîner complètement. Des fois, tu sais, ils sont dans leur tête, ils sont dans un rush d'essayer de, comme, je vais pousser plus pour revenir plus vite. Ça, c'est magique. Ça leur dit, OK, non, t'es pas encore rendu là. Mais tu leur montres aussi, parce qu'une fois qu'on le fait, parce que moi, avec les pros, je me suis utilisé même plus tard, à la fin, juste pour leur montrer à quel point ils étaient comme rendus plus comme prêts à ce moment-là. Et c'est quelque chose comme, quand moi, je leur dis, c'est pareil. Ils vont m'écouter. Quand la machine leur dit, c'est comme une double validation pour eux. Ils sont comme, oh, OK, j'ai telle puissance et tout. Donc, c'est cool. Et je pense qu'aujourd'hui, comme c'est chaque entraîneur, comme chaque strength coach devrait utiliser ces choses-là pour comme, d'une, ça t'aide à réguler la fatigue de tes athlètes. Et deux, ça te permet aussi comme de leur donner comme des targets à atteindre. Exact. Et ça t'enlève le poids. Parce que souvent, tu vas dire à un athlète, fais-moi 3 reps à 3 plates au squat. C'est fait les reps, puis comme, il n'y a pas d'envie. Ouais. Là, tu dis, OK, fais-moi 3 reps à 3 plates en battant 55. Ouais, là, On ça. voit de l'intensité qu'il va mettre dans la série, là, ça n'a rien à voir. Là. Ok, bon, C'est des ça petits va. outils, là, mais qui changent la dynamique de la session. Ça Je vois, gamify ça va. le truc pour nous. Ouais, tu m'étonnes. En marketing, à Bishop, là, dans les cours de marketing, on parlait de la gamification de certaines plateformes. Genre, je regardais Instagram l'autre jour, puis ça dit, il y a des achievements. Ouais. Genre, si tu as 10 000 likes sur ce truc-là, tu as un badge. Et j'étais là, mais c'est tellement con. Après, je me suis dit, non, psychologiquement, ils créent un jeu dans Instagram pour que tu sois encore plus dedans. Mais c'est la même chose au gym. En plus, on est des athlètes. On est plus propre. compétitionné, ouais. Exactement. Et surtout que je mets un tableau avec les 20 noms. Et j'écris chaque nom, ce que tu fais comme poids aujourd'hui. Moi, je détermine le poids en fonction de ce qu'ils ont fait comme résultat. Exact. En fonction, je calcule pour chaque semaine. Et là, ils ont les scores à battre. Donc là, Eh ben, ils peuvent tu voir vois. ce qu'a fait, même s'il s'entraîne matin, soir. OK, à chaque fois, il vient, par exemple, Gonzo est venu, qu'est-ce qu'il a fait lui ce matin? Donc là, je lui dis, il a fait 58. Enfin, il faut que je batte ça. Si tu comprends, ça crée un petit challenge aussi. Ouais. Même s'il s'entraîne pas dans la même période de la journée, Ok, ça je crée vois. un petit challenge. OK, qu'est-ce qu'il a fait lui? Qu'est-ce qu'il a fait? Tu sais, comme Exact. on est des athlètes, à la fin de la journée, tu vas te comparer. Ouais. Même si on essaie que comme ça reste, comme c'est compétitif, mais 5. l'ego va être là quoi qu'il arrive. Donc, à la fin de la journée, tu vas toujours essayer de battre la personne à côté de toi. C'est pour ça qu'on est dans le sport aussi longtemps aussi. C'est parce qu'on a C'est un sûr. esprit de compétition aussi. Donc, on aime ça. Exactement. Très bien. Et ben, je pense qu'on peut attaquer notre partie de fin du podcast comme Exact. on fait avec tous nos invités. On va dans un premier temps te demander, Gordo, s'il te plaît, ton pet peeve de la semaine, c'est-à-dire un petit détail, un petit truc qui t'a énervé. Ça peut être le trafic, la température, crever un pneu, te cogner le doigt de pied quelque part ou quoi. Et pour terminer sur une bonne note, on te demandera le moment qui t'a redonné foi en l'humanité ces derniers jours, ces dernières semaines. Juste un petit soleil dans tes journées, un petit truc qui t'a rendu heureux. Dans les derniers jours, là, Ouais. Mais Qu'est-ce d'abord qui le pet peeve. qu'est-ce qui m'a fait chier cette semaine? Est-ce qu'entre-temps, tu veux que nous, on dise les nôtres? Bah, vas-y, dis-le, tiens, Ouais. je sais même pas, moi. Est-ce que t'en as un? Ouais. Hier, on a tourné la vidéo des 1 contre 1 Yes. à Montréal et il faisait pas si chaud. Il faisait 21 degrés annoncés, mais on était en plein soleil à Montréal. Il y a plus de couche d'ozone vu que c'est l'Amérique du Nord. Et du coup, il faisait très chaud et avec le turf, le terrain synthétique, la chaleur était abasourdissante. Et en fait, pour les caméras surtout, il y a eu genre 6-7 surchauffes de caméras. Et c'était chiant pour tourner la vidéo, donc mon pet peeve de la semaine. Toi, c'est quoi? Mon pet peeve de la semaine, c'est que ça fait 1 mois là qu'on se côtoie tous les jours parce que on a fait notre voyage en France, puis là, le voyage au Canada, on tourne pour les podcasts notamment, puis les activités football, etc. Et t'avais des allergies, et j'arrêtais pas de te dire, non, bro, t'as pas d'allergie, t'es J'ai des malade, allergies quand même. comme couvre ta face, lave tes mains, prends des médicaments, comme non, c'est pas contagieux, c'est des allergies. Et là, soudainement, depuis 2 jours, j'ai une grippe, et je suis persuadé que c'est toi qui me l'as donné, avec tes allergies. Donc ça, c'est mon pet peeve de la semaine. Sachez que j'ai quand même lavé mes mains, que j'ai quand même pris mes médicaments et tout. Léo, il tousse pas comme ça, il tousse comme ça, comme un enfant de 4 ans, mais c'est pas Bof. grave. On travaille là-dessus. Bof. Gordo? Pet peeve, je te dirais la seule chose qui m'énerve, c'est que je me rends compte qu'il me reste juste 2 semaines avec mes athlètes pour ce off-season. Ok. Et qu'on arrive à la fin C'est vrai. de juillet, que c'est passé tellement vite cette année, de janvier à août. Et après, comme c'est 4 mois sans mes athlètes, Ouais.
Et ça, je sais pas, on dirait tu t'attaches tellement à certains groupes de joueurs comme cette année, tu sais, j'ai tellement de joueurs comme, par exemple, le joueur que je me suis vraiment attaché cette année quand les pros, c'est comme je disais, Francis Bémy. OK. C'est un gars, c'est sa première année ici, pareil, qui est venu avec le bouche à oreille, là. Et comme, c'est son énergie. Quand il est parti, c'était différent. Quand les pros partent, en mai, j'ai toujours une semaine où je suis comme, ma motivation descend, comme, parce que je sais pas, c'est comme, bon vivre. c'est comme je passe 5-6 jours semaine avec eux. Et d'un coup, là-bas, du jour au lendemain, il n'y a plus personne. Ouais. Et là, quand j'ai regardé le programme, quand j'ai écrit justement hier sur le tableau, j'ai écrit semaine 11 sur 12 pour la préparation d'été. Et je me suis dit, Ça t'a putain, fait dans quelque 2 chose. semaines, j'aurais plus personne ici. Et pour moi, c'est juste ça qui m'a, tu sais, qui est comme, mais j'aurais encore du monde, tu sais, j'ai encore les gars qui sont là, mais Ouais, comme, ouais. c'est juste comme à chaque fois que on arrive vers le fin du off-season, j'ai toujours ce sentiment que comme, je sais pas, c'est bizarre là, c'est comme, surtout quand tu passes 3 mois presque tous les jours avec des gens, Ouais. et que du jour au lendemain, c'est comme ça part, c'est comme, je sais pas, ça me fait toujours quelque chose, genre. C'est sûr. Mais c'est vraiment beau à voir parce que ça montre que t'es réellement passionné. Tu fais vraiment ce que t'aimes tous les jours et you really care about la progression des athlètes. Et ça, c'est vraiment cool. Non, mais je pense que c'est ça, tu sais, c'est comme tu sais, une quote que j'avais comme longtemps là, c'est Ouais. comme, je dis toujours comme no one care about how much you know until they know how much you care. Ouais. Et tu vois, c'est ça qu'ils disaient aux États-Unis vraiment, comme ils disaient comme, tu sais, les athlètes s'en foutent que tout ce que tu sais là sur l'entraînement, là, tant qu'ils savent pas que t'es là pour eux. Ouais. Ouais. Ils en ont rien à foutre que t'aies un bac et une maîtrise. Si quand t'arrives ici, comme t'es pas capable de lui demander, t'as passé un beau week-end, t'as passé une belle journée, comme tu sais, je pense que c'est important et c'est pour ça qu'aussi Gordo, c'est comme ça grandit tranquillement. Et j'adore ça parce que c'est comme ça me permet de rester connecté avec tout le monde qui est ici. Et c'est une chose qui est super importante pour le gym, je pense. C'est qu'humainement, tu sais, comme tu peux demander, tu peux connaître tout le monde. Il y a personne qui rentre ici que je connais pas. Ouais. Donc c'est ça aussi qui est cool de cet endroit ici, là, c'est que je suis capable de comme connecter avec pas mal tout le monde et des gens comme, tu sais, comme hier que je suis parti à votre événement. Ouais. Il y a des gars que ça fait peut-être 2 ans que j'ai pas entraîné. Ouais. Dudley Jones, Glody. Mais c'est comme si c'est comme si je les avais vus avant-hier, tu comprends? Ouais. C'est toujours des connexions qui sont là, que j'ai créées avec eux. Il y a de ça. Dudley, je pense que c'était en même temps que toi, c'est il y a 3 ans. Ouais. Tu sais, ça fait 3 ans et on se parle comme il était venu s'entraîner la semaine dernière. C'est fou. Ok. C'est des choses qui, comme, pour moi, ça n'a pas de prix. C'est des choses comme, c'est vraiment ça que c'est comme que je veux. C'est aussi que oui, comme entraîneur, je suis super dur avec tout le monde, là. Mais que ça soit, ce qui est faire, c'est que je suis dur avec les gars de 16 ans comme je suis dur avec les pros. Donc, je vais insulter les gens de 16 ans comme les pros. Pour moi, tu traites tout le monde pareil. Il n'y a pas de passe droit. Et comme un pro arrive en retard, je vais l'insulter comme j'arrive à un 16 ans qui arrive en retard. Et ça, je pense que c'est aussi, les jeunes respectent ça aussi beaucoup. Parce que par exemple, si un petit du collège de Montréal arrive à 5h35 et que je lui donne de la merde parce qu'il est là en retard, et que Francis Bémy derrière à 5h40 et que je lui dis rien, bah ça va lui montrer quelque chose qui est comme, c'est pour ça que souvent même j'envoie les petits faire chier les plus vieux. Je leur dire toi t'es en retard, genre. Juste pour qu'ils comprennent que c'est pas normal, que ça soit, même si t'es pro ou que t'es pas pro, Ouais. Ouais, le alors. comportement que j'attends ici est le même pour tout le monde. Ok. Et je pense que ça c'est apprécié par tout le monde aussi. Les chaussures, pareil, c'est comme toutes les petites règles. Tu ranges tes poids, il y a pas de, comme pareil bête. Je vais jouer en NFL, je range pas le poids. Non, c'est comme tout le monde le sait, tu comprends? Et c'est comme ça qui est nice aussi. Yes. Très bien. Et ton moment qui t'a redonné foi en l'humanité cette semaine? En l'humanité. On dit ça, mais tu comprends. Ton petit moment qui t'a fait Non, plaisir cette passé semaine. à votre événement hier. Vraiment? Franchement, j'ai vraiment apprécié ça. Comme Merci tu dis, beaucoup. revoir des gens que j'avais pas vus depuis 2-3 ans. En même temps, il y avait le match de Tom, Ouais. qui est un de mes athlètes de frisbee, Ouais, qui était qui joue pour l'autre bout de la rue, c'est pas fou? juste à Juste à côté, côté, qui est comme qui joue pour le Royal de Montréal, qui est une équipe professionnelle. Il joue contre Boston. Équipe professionnelle de Ultimate Il met Frisbee. le frisbee à Montréal. Ouais. Et c'est comme je te dis, c'est ce côté-là d'aller voir, c'est comme les matchs des joueurs. Je sais pas, ça me fait toujours plaisir. Voir hier votre événement, c'était vraiment nice, comme voir des têtes. Et, tu sais, même vous, comme c'était cool. C'était vraiment un bel événement. Et je pense que c'est ça aussi, en plus, comme quand tu sors du gym. Je te dirais même, la semaine dernière, qu'on a fait la soirée taco. Ouais, c'est ça. Ouais. Ça, je pense que c'est quelque chose qui est super important. Ça fait 2-3 ans que je le fais. Je l'ai fait avec les pros cette année. Je l'avais fait avec les gars universitaires l'année dernière. Je l'ai fait avec, tu sais, t'as des kids de 16 ans de cégep, là. Comme pour eux, aller manger avec c'est vraiment nice. Ouais. On était comme 15 ou 16 juste au taco, là. Et je sais pas, c'est quelque chose en dehors du gym. Je pense que c'est cool pour tout le monde. Tout le monde a bien rigolé. Tout le monde a eu du beau temps. C'est Ouais. comme, à part Roger qui a payé $90 pour 2 shooters. Ouais. C'est incroyable. Mais à part ça, je pense que c'est ça. En plus du gym, comme je dis, c'est vraiment une communauté, c'est un environnement. Et je pense que tu le vois comme que c'est réceptif aussi à l'extérieur du gym. Et c'est vraiment ça que, non, c'était vrai. Soirée taco, c'était vraiment cool. Ouais, j'ai À vraiment aimé conseiller. aussi. Yes. Parfait. Eh ben, écoute, Gordo, merci beaucoup pour ton temps. Merci de nous avoir accueillis
dans ton gym en plus, pas n'importe où. Donc c'est Yes. trop cool d'avoir l'environnement directement pour tous ceux qui regardent le podcast en vidéo. On te souhaite le meilleur pour la suite. On a très hâte de voir comment ça va évoluer. On parlait avant d'enregistrer des prochains maillots accrochés. Je souhaite que les murs soient couverts de maillots de joueurs pro d'ici quelques années. NFL, même des joueurs CFL, ELF, etc. etc. Donc on a hâte de voir ça et merci beaucoup. Gordo, moi, je veux te dire merci en général pour ton accueil. Je trouve que c'est fou, mais tu sais, Léo est venu, tu le connaissais pas, tu le connaissais peut-être un peu de la communauté foot française. Tu m'as dit, oui, Léo, il vient, tu le traites comme s'il était là depuis des années. L'autre jour, le Luigi, avec qui on a collaboré pour notre événement de Detach, il est passé pour me déposer un truc, je me rappelle plus, vous vous êtes parlé pendant 30 minutes. Genre, je trouve que oui, tu as commencé avec la communauté française de foot américain à Montréal, mais maintenant tu fais intégralement partie de la communauté québécoise de foot aussi. Ici, c'est vraiment pas un truc exclusif. C'est malgré que, oui, bon, ceux qui s'entraînent ici, on est une famille, mais la famille a les bras ouverts et ça part de toi. Et c'est du toughness, mais c'est du tough love. Exactement. Puis j'apprécie vraiment, vraiment ce que tu fais. Puis je voulais prendre le temps de te le dire sur la beaucoup. plateforme. Très apprécié. Gordo Baramba Performance sur Instagram. Si vous êtes intéressé à une collaboration, à venir vous entraîner ici, juste à discuter avec lui, peu importe, c'est la référence de la préparation physique élite au Québec, je vous le promets. Exactement. Merci à tous ceux qui ont regardé l'épisode jusque-là, bien évidemment. Comme d'habitude, si vous êtes encore à l'écoute, n'hésitez pas à commenter un emoji biceps qui flex. Ouais. Voilà. On se retrouve très bientôt dans un nouvel épisode de Sans Stress. À bientôt. Merci beaucoup de m'avoir invité aujourd'hui. Merci à toi. À bientôt, Gordo. les gars. Merci Ciao, Gordo. ciao. Ciao, ciao.